Le Québec d'abord, avec vos animateurs Antoine Mouchipaquet et Jean-Jacques Mantel. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Québec d'abord sur les ondes de radioinfocité.com, l'édition du mercredi 28 mars 2018. Je suis bien sûr en compagnie de Monsieur Nantel. Bonjour monsieur. Bien, ça me fait plaisir d'être là encore une fois. Ça va être intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, autant l'actualité que ce que j'ai à dire dans la deuxième partie, je pense que ça va être intéressant. On a quelques pépites effectivement ce soir. Le sujet de la deuxième partie ce soir, ça va être la rectitude politique qui est devenue une idéologie criminelle. Et voilà. Et je vais vous le montrer. Rien de moins. Donc, vraiment en perspective, quelques, disons, discussions intéressantes. Il en va sans dire. Alors, monsieur Nantel, ce soir, excusez-moi, là, j'ai un problème avec mon son. Bon, allons-y. Alors, monsieur Nantel, ce soir, au niveau de l'actualité, pour commencer, parce que bien sûr, on se garde le meilleur pour la fin, vous l'aurez compris. Et ce soir, il y a de la chair autour de l'os. Je sais que je le dis à toutes les émissions, parce que c'est tout le temps le cas de toute façon, mais... Il se passe des choses. Mais vraiment, il se passe des choses, et je crois qu'on est vraiment... je crois qu'on touche un nerf en parlant de ça. Et c'est d'ailleurs jamais vraiment abordé. À mon avis, à tout le moins, de la façon dont vous l'abordez. Je l'ai vu d'ailleurs dans vos différentes émissions sur YouTube. Et voilà. Donc... des fois qu'il y aurait des gens, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas où trouver mes vidéos. Ça me surprend, mais c'est comme ça. Vous avez seulement qu'à aller sur YouTube. Si vous tapez Jean-Jacques Nantel, vous allez me voir apparaître. Puis dans les dernières vidéos que j'ai faites, notamment sur le Québec, par exemple la vidéo 47, par exemple 45, n'importe lesquelles, vous avez toute la liste des vidéos que j'ai produites à la fin de ces vidéos-là. Alors les gens ont accès de cette façon-là. Quant à mon livre Vivre dans un univers qui s'éteint, il est disponible sur Amazon.ca. Alors s'il y a des gens qui recherchent encore d'où ça vient, là, alors c'est ça. Écoutez, pour commencer avec l'actualité, moi j'aimerais, je sais qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui, mais j'aimerais commencer par un sujet qui m'intéresse, c'est le Martine Ouellette au Bloc québécois. Tout à fait. Qui a accepté de se soumettre à un vote de confiance, alors qu'elle n'était pas obligée avant, je pense c'est avril 2019. En plus d'un référendum. En plus d'un référendum, mais pour dire ce que j'en pense vraiment, là, je l'ai déjà dit, il y a des raisons et des excuses dans la vie. L'excuse, c'est la personnalité de Martine Ouellette. Oui, la raison, bien c'est sûr. parce qu'ils veulent pas qu'on fasse, qu'ils parlent d'indépendance. Parce que si Martine Ouellette reste en poste, puis qu'elle fait son référendum, elle va le gagner largement, parce que c'est ça que les militants veulent. Ils veulent qu'ils parlent des avantages. Pas juste dire qu'ils sont indépendants, tu sais, ça se fait péter les veines. Non, non, non. Ouais. Qui expliquent pourquoi c'est payant, avec tous les arguments, en mettant toute la gomme. Moi, je dis souvent aux gens, les fédéralistes, ils ne se gênent pas de mettre toute la gomme pour faire avancer leur truc. Ils inventent des chiffres complètement ridicules. Par exemple, j'ai lu, j'ai même la donnée quelque part, le Québec reçoit 20 milliards de dollars de plus que ce qu'il paie au Canada chaque année. Ah, oui. Alors moi, je le dis, oh, ça c'est un chiffre là, qui était, puis ça a été nommé. Il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte que c'était bête, parce que je vais vous donner une façon de le calculer, c'est très facile. Prenez 20 milliards, divisé par 8,3 millions de Québécois. Bien sûr. OK, ça va vous donner à peu près 3600, quelque chose comme ça, là, par année. Puis ensuite, multiplié par l'espérance de vie des gens au Québec, qui est à peu près 80 ans. C'est facile à faire comme calcul. Oui. Bien, vous allez découvrir que dans l'espace de toute une vie, le gouvernement fédéral donne l'équivalent d'une maison de 200 000 $ à chaque Québécois, bébé compris. Or, on a besoin d'une maison pour vivre, tout le monde, toute notre vie. Ça veut dire que chaque Québécois se fait donner une maison par le Canada. Vous croyez à ça? Et d'ailleurs, comme on ne vit pas tout seul dans nos maisons, parce que c'est chaque Québécois qui reçoit l'équivalent de 200 000 $. On vit à peu près, c'est 2,5 personnes par maison. OK? C'est comme ça que les êtres humains vivent partout dans le monde. Alors, ça veut donc dire que ça libère un bon 300 000 $ en plus de la maison qui est pour toute la vie. Ça veut dire assez pour se payer une voiture. Alors ça veut dire que le Canada anglais donne à chaque Québécois
une maison, puis une voiture toute sa vie. Dites donc, ils ne travaillent pas beaucoup, les Québécois? Ils ont juste à travailler un peu, payer les Lucien Bouchard nous l'a C'est dit, des bêtises. C'est Ouais, tout ouais. un paquet de sottises. Bon. Alors, J'avoue qu'en perspective comme ça... ben oui, mais que les gens fassent le calcul. Ouais, ouais. 20 milliards divisé par 8,3 millions, Ouais. multiplié par 80 ans. Ils vont avoir le chiffre. C'est simple, simple. Ouais, ouais, C'est ouais. des bêtises. Mais eux, ils utilisent ça, ces arguments-là, à fond de train. L'argument de la partition. L'argument de la partition, c'est on va vous attaquer. En fait, c'est la guerre. On va tous vous tuer. C'est ça, une partition, c'est tout le nord du Québec, tout l'est du Québec, tout l'ouest du Québec, tout le sud du Québec, la voie maritime, 1 mille de chaque côté. Bon, en tout cas, on a compris, là. Des exact. menaces de... Fait qu'autrement dit, eux, ils vont avec toute la gomme pour gagner. Puis les indépendantistes, eux autres, c'est tout gentil, doux. Faut pas choquer les Faut non fédéralistes. seulement respecter les règles, mais en plus faire preuve de bonne foi, C'est ça. étendre l'autre joue. C'est ça. et Fait ainsi que de le suite. résultat, c'est qu'ils vont avec des bombes atomiques, puis nous autres, on y va avec des tire-poids. Alors, la job des gens du Bloc québécois, puis c'est ça Ouais. que les militants veulent, c'est qu'ils parlent des avantages de l'indépendance à la population à chaque fois qu'ils ont une chance. Puis si elle fait son référendum, Martine Ouellette, elle va le gagner, puis elle devrait le gagner à 80-85%, d'après moi. Peut-être que ce serait surprenant que ça soit plus bas que ça. Alors, pour se débarrasser de ça, il demande un vote de confiance. Et d'après ce que j'en sais, le vote de confiance, ça, c'est pas les membres. Oui, Ça, c'est les instances du parti. Exactement. Ça, elle peut perdre. Puis elle peut même elle peut même gagner avec 52-53% du vote. Alors là, ils vont dire, t'es pas légitime, comme si c'était les Le membres. vote des membres, pas le vote des membres, mais le vote de l'intelligentsia, l'oligarchie, qui comptait pour l'expulser. Puis évidemment, s'ils arrivent à expulser Martine Ouellette, ben on va dire, bien sûr, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont mettre n'importe qui. Puis ils vont dire, ben oui, on va défendre l'indépendance, on va en parler, ça fait partie des intérêts du Québec, puis ils vont retomber dans la même poutine. Parce qu'elle est vraie. Elle veut vraiment en parler. Bon. Alors ça, c'est ça que je voulais dire, c'est que... mais d'ailleurs, j'aimerais rajouter, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rendu là, vraiment, et je le pense. Même le Parti québécois, parce que je crois que l'un est un peu, peut-être préfigure peut-être le destin de l'autre, ou enfin, il y a cette peur-là un peu que je ressens présentement. Mais justement, il y a plus d'indépendantistes au Québec à l'heure actuelle, 2 fois plus. 2 fois plus que de gens qui votent pour le Parti québécois. Puis ceux- Donc je me dis, ben ça semble être des tales assez intéressantes, là, C'est arrivé... électoralement parlant. Ce qui est arrivé au Bloc québécois, puis moi, ça m'avait tellement frappé, puis je sais pas comment ça, on dirait que ça n'a pas frappé personne. Il doit y avoir des intérêts derrière ça, là, chez les journalistes. C'est quand Pauline Marois... Les gens sont pas imbéciles au Québec. On a un très, très Non, bon non. IQ. On est des gens intelligents, Ouais. puis désormais, on est des gens instruits. On n'est plus au 19e siècle, ou en 1950. Pauline Marois avait dit d'une façon voilée qu'elle laissait tomber l'indépendance. Les gens avaient compris, c'est ça qu'elle Ouais. faisait. Comment c'était déjà au conditions moment gagnantes. jugé opportun. Ben, le moment jugé opportun pour elle, c'est jamais, parce qu'elle n'avait pas le courage de faire ça. Elle a déjà dit à quelqu'un, qui me l'a répété, mais enfin, ça, il faudrait le prouver, je sais pas faire ça, moi. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'elle ne savait pas le faire, c'est qu'elle n'a jamais appris l'anglais. C'est incroyable de ne pas apprendre la langue universelle de communication. Ouais. Le français, c'est parlé dans 29 pays, c'est très beau, c'est une langue importante, mais la langue de communication aujourd'hui, c'est l'anglais. Puis les migrants qui rentrent en Europe parlent tous anglais. Mal, ils le parlent, mais ils ne parlent pas allemand, suédois. Pour cette parenthèse, mais ça me semble important. Je regarde autour les personnages politiques, les figures politiques qui se lèvent en ce moment. Bon, c'est des temps un peu mornes, disons-le, mais ils sont provinciaux profondément. Quand on pense que François Legault peut incarner le changement, disons, ou l'alternative révolutionnaire au Québec, je veux dire, on est assez loin de propositions assez fermes, concrètes, et je dirais même plus qui pourraient prendre l'histoire à bras-le-corps. C'est ça. Ben écoutez, le Parti québécois, je l'ai déjà dit, moi je dis c'est des indépendantistes dans le Parti québécois. Le seul problème, c'est qu'ils croient que ça ne peut plus se faire. Ouais. Parce que le pourcentage de Québécois de souche a trop baissé. Ils ont Moi, été je suis en désaccord total, ils sont découragés. Mais ils se disent, on peut s'en servir pour se faire élire. Alors, puis ce raisonnement-là se continue depuis 1995. On va parler de ça aux militants, on va travailler pour nous faire élire. Puis quand on est élu, on n'a pas le pourcentage, donc on attend. Fin du premier mandat, fin du deuxième. En passant, René Lévesque, c'était la méthode perdante. Faire le référendum en fin de mandat. Parce que l'idée, c'était, on va en parler pendant qu'on est au pouvoir.
On n'en parle pas quand on est dans l'opposition parce qu'il faut se faire élire. C'est des étapes. Alors, quand ils se font battre, ils n'en reparlent pas, ils n'en reparlent pas, ils n'en reparlent pas. Puis quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas le temps parce qu'il y a les urgences des hôpitaux. D'où le piège du bon gouvernement. C'est ça. Alors, le résultat, c'est que le Parti québécois a laissé faire la population. C'est moi, on a travaillé comme des chiens, on se disait quand on va arriver à 50%, mais ils vont faire le travail. Ben non. Dès qu'on est arrivé à 50% pile, je n'ai parlé l'autre jour, il y a des gens qui rentrent au Québec, il y en a qui s'en vont, il y en a qui naissent, il y en a qui partent, il y en a qui changent de vie, qui deviennent fédéralistes, d'autres qui deviennent indépendantistes. Ça part dans toutes les directions, puis ça s'arrête exactement à 50%. La raison, c'est que tant que c'était pas 50%, ils s'en servaient pour se faire élire. Puis quand il a fallu qu'ils le fassent, ben là, ils ont trouvé toutes sortes d'autres raisons pour gagner du temps. Puis après, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de pourcentage. Enfin, c'est le truc. Alors, actuellement, le PQ semble est très énervé parce que Jean-François Lisée, qui est un intellectuel, il était au bout de la logique. Oui. Il a dit, c'est simple, on va l'enlever. On va l'enlever pendant 2 mandats. En passant, c'est pas un mandat, c'est 2 mandats. Le mandat de Couillard, plus le mandat de... Ça fait 2 mandats sans en parler, sans dépenser une goutte de salive, sans dépenser une scène pour défendre ça. Puis pendant qu'ils font rentrer 50 000 immigrants par année, parce que je vais en parler tantôt. Et 50 000 immigrants par année, la raison de laquelle ils ne toucheront pas à ça, c'est parce que eux, leur petite personne, leur petite personnalité, ne veulent pas passer pour des racistes. Que leur peuple disparaisse, c'est pas grave. Eux autres, là, ils sont en train de faire un ethnocide. Il n'y a aucun racisme à refuser totalement l'immigration, à diminuer l'immigration, à choisir ces immigrants. C'est ce que font tous les peuples du monde, partout, à travers l'histoire. C'est un droit inaliénable de choisir les gens qui rentrent dans son salon chez soi. On a une porte. Le gars, il n'arrive pas, ouvre ta porte, tu n'as pas d'affaire à mettre de porte, je peux rentrer chez toi puis fouiller le frigidaire tant que je veux. C'est ça qu'ils disent. Mais parlons-en justement parce que moi, je vois un lien direct avec, bien sûr, le sujet du jour dont on va parler pour la dernière heure. Mais est-ce que vous écoutez La vie des idées de Mathieu Bock-Côté sur les ondes de Radio-VM? Pas le temps. Très intéressant, il rencontrait Louise Baudouin. Il parlait des relations France-Québec. C'était très intéressant. Et fait à noter, parce qu'elle était là depuis les tout débuts, et elle en a rencontré beaucoup de présidents et de différents secrétaires, diplomates et ainsi de suite. Et elle a révélé, je ne sais pas si le mot est un peu trop fort, mais à tout le moins elle a dit avoir remarqué que les partis de gauche, en France j'entends, de gauche, sociaux-démocrates, le Parti socialiste, ainsi de suite, étaient plus hostiles aux intérêts du Québec que le centre et le centre-droit. C'est-à-dire qu'elle s'entendait beaucoup mieux avec des gens comme, disons, un peu à la sauce Giscard d'Estaing, qui a été, lui, beaucoup plus favorable. Jacques Chirac, qui était aussi beaucoup plus favorable. Lui et son petit entourage, parce que tout autour semblerait que c'est... En tout moins, ce que je veux dire, c'est que les sociaux-démocrates, les progressistes, finalement, en Europe, en France plus particulièrement, étaient plus hostiles à titre individuel. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est une dégénérescance de leur attitude politique. Et voilà d'où je voulais en venir. Et quand vous dites que le petit cœur, et c'est là où ça m'amenait, quand vous dites que chaque membre individuel du Parti québécois ne veulent pas dire les choses telles qu'elles sont, ne veulent pas dire les choses qui seraient logiques stratégiquement parlant et politiquement parlant. Et vrai, donc disons couper l'immigration, ainsi de suite. Toutes des choses qui sont électoralement nocives pour eux. Nocifs pour le PQ. Oui. Très populaire. Non, ce que je veux dire... c'est ça que les gens veulent. Parce que moi... Vous voulez dire l'immigration? L'immigration, les gens au Québec ont compris qu'on faisait un ethnocide. Oui, mais c'est ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que le Parti québécois, même si les gens ont compris, même si beaucoup de gens, par, disons, certains indicateurs, la crise en guillemets, des accommodements raisonnables, la charte des valeurs et ainsi de suite, on voit que ça touche un nerf et on voit que les gens ont un réflexe nationaliste, je dirais conservateur, ou disons que le fond politique bleu du Québec ressort sur ces sujets-là. Et le Parti québécois, par rectitude, pour adopter la bonne posture, la posture de l'adversaire d'ailleurs, faut toujours le mentionner, piétinent sur leurs propres intérêts et sur une opportunité
immense pour finalement se retrouver à 20% dans les sondages et à avoir peur de disparaître pour les prochaines élections. Précisément ce que je dis tout le temps, c'est la convergence. Il court après les libéraux. Oui, exact. Il pense qu'il suffit qu'il soit juste un tout petit peu plus nationaliste que le Parti libéral. Puis là, les indépendantistes sont captifs, sont obligés de voter pour eux. C'est les moins fédéralistes de la gang. Et voilà. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'à force de reculer, vous n'arrêtez pas de reculer. Puis là, ils reculent. Alors, moi, ce que je dis, c'est que l'immigration, c'est bon, en passant, j'ai toujours dit ça. Ça a toujours été bon. Les immigrants, je l'ai dit l'autre jour, ils valent mieux que nous parce qu'on les choisit. Exact. C'est des ingénieurs, des médecins, des informaticiens, c'est du bon monde. Ils sont en moyenne beaucoup plus instruits. Ils parlent plus de langues, ils ont visité plus de pays, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas extrêmement cher. Le fait qu'ils aient voté contre nous en 1995 nous a coûté peut-être, je ne sais pas combien, de dizaines et de dizaines de milliards. Ça nous coûte très cher, l'immigration au Québec. Par contre, on a vraiment besoin, parce que c'est normal, dans un pays, il y a toujours de l'immigration. Je ne suis pas contre l'immigration en passant. Moi, je dis que l'immigration, 5-10 000 par année, presque tous des francophones, presque tous, sauf ceux, l'idée c'est de faire de l'argent, sauf ceux dont on a absolument besoin, qui parleraient allemand, anglais, n'importe quoi, surtout anglais. Finalement, vous parlez d'une immigration, disons, normal. Au minimum, donc, d'affaires, normal. Et une immigration, disons, de mariage. Bien sûr, c'est normal. Exactement, donc, à peu près ça. Et pour la main-d'œuvre spécifique, si on a besoin de certaines personnes dans des domaines. Là, vous avez dit le mot. Spécifique. Si on en a besoin. Si on en a besoin. Si on en a besoin. Bien sûr, bien sûr. L'immigration, c'est pas un droit. C'est une bonté, une générosité. Une frontière, ça sert à protéger la richesse qu'on a accumulée. Ça, c'est partout dans c'est pas seulement parmi les êtres humains. Accumuler voulant dire les ancêtres. Puis par nous aussi. On travaille, oui, bien sûr. Mais tout ce qui a été, le fait qu'on soit instruit, ça vient de mes parents. Puis mes parents, ils ont bâti les routes, puis enfin, on a tout bâti le Québec. C'est à nous. C'est pour ça que ça sert. Puis les frontières, c'est un phénomène qui est universel dans toute la vie. On va en reparler dans une future vidéo. Absolument. Ça se trouve au niveau des cellules. Ça se retrouve des cellules, au niveau des organismes, au niveau des familles, au niveau des peuples, au niveau des... etc. Bon. Au niveau des formes de vie, il est très clair que le soleil appartient aux êtres humains. Si quelqu'un arrive de n'importe où dans l'univers, il va dire c'est leur source d'énergie, c'est à eux. Il y a des frontières, il y a des territoires, il y a des biens qui nous appartiennent. Alors, on a le droit de choisir son immigration, prendre juste des francophones, sauf ceux dont on a absolument besoin, parce que le but, c'est de faire de l'argent. On a le droit de réduire l'immigration à zéro, si jamais il y a une grosse crise économique. On l'a fait dans les années 30. On a le droit de choisir ses immigrants. On a le droit de refuser complètement l'immigration. C'est un droit absolu d'un peuple qui possède le territoire, qui était chez lui. Chacun a son pays, ils vivent dans leur pays, on vit dans le nôtre, on les accepte si on veut. C'est une générosité, c'est une bonté. On n'a pas à s'excuser. Tout à fait. Puis qui nous marche à la tête parce que supposément on est blanc, mais on est coupable. Et je dirais même plus d'être et surtout d'être affirmé dans le fait qu'on est le peuple de référence et la culture de référence, le tronc commun auquel auquel tout le monde s'y rattache et apporte bien sûr son expérience, sa culture et ainsi de suite, mais pas pour faire de l'ombre. Pas pour détruire. Puis actuellement, c'est ça, c'est une immigration de destruction. L'idée, c'est de détruire le peuple québécois. Les reculs qu'on subit, là, Falardeau, il dit, si vous abandonnez le projet d'indépendance, vous arrêtez de vous défendre, ça prend longtemps à disparaître un peuple. Et ça fait mal. Ça fait mal longtemps. Puis ça, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont retourner dans la pauvreté parce qu'ils vont se venger. Puis parce qu'ils vont s'appeler Gagnon ou Tremblay ou Les Tourneaux. Ils leur donneront pas à job. Puis s'ils parlent l'anglais avec un accent, ça va être encore pire. Comme ils ont fait aux Acadiens, ils ont fait partout. Bon. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le PQ, à force de reculer puis de courir après les libéraux pour aller chercher le centre, ils ont fini par carrément laisser tomber leur électorat de base, dont moi, qui est un vrai indépendantiste. Puis je suis indépendantiste pas parce que par sentiment, parce que c'est mon peuple, c'est mon devoir, mais également à cause de la vérité. Je le montre dans mes vidéos, c'est payant l'indépendance. Puis moi, je comprends pas pourquoi vous ne dites pas, ils utilisent la bombe atomique contre nous, puis vous autres utilisez des tire-poids, c'est quoi la connerie? Bon, et par moralité, justement, on va y venir tout à l'heure. Ça, j'ai toujours dit, quand on commence une discussion sur l'indépendance, on commence par la moralité. On établit notre supériorité morale. Ensuite, on parle de géopolitique qui est extrêmement favorable au Québec. C'est la géographie qui fait que l'indépendance, c'est payant. Puis ensuite, l'économie. Bon. Moi, j'ai 2 articles à vous parler. Je sais pas si vous là, je voulez finir ce qu'on dit sur le Bloc québécois. J'ai parlé du Bloc québécois. Maintenant, ce qui se passe au Parti québécois présentement, c'est que le Parti québécois sait qu'il va y arriver à peu près ce qui est arrivé au Bloc québécois. Là. Quand le Bloc québécois commence à tomber, il est tombé, puis il n'y a rien eu à faire. Ils ont amené Parizeau, tout le monde, ils ont essayé de le faire revenir.
Napoléon disait, on peut arrêter quand on monte, jamais quand on descend. Puis là, le PQ a commencé à descendre. Parce que là, ils ont carrément laissé tomber le projet alors qu'ils vont faire rentrer parce qu'ils ne veulent pas passer des gros méchants racistes. Donc, il faut détruire sa patrie pour prouver qu'on n'est pas raciste. Nous, la petite personne qui va être oubliée 20 ans après sa mort. Jean-François Lisée, là, il va être obligé 20 ans après sa mort. Bouchard, j'ai vérifié, les gens ne savent même pas c'est qui. Alors, il est déjà oublié, pas mort. C'est des gens qui, parce que leur petite personne, c'est tellement important qu'ils sont prêts à détruire leur peuple. Pourquoi? Pour une idéologie criminelle dont je vais parler tantôt. Alors, le Parti québécois, présentement, ils ont fait revenir Lisette Lapointe, c'est-à-dire la femme de Jacques Parizeau, qui a 74 ans. Qu'est-ce qu'elle revient? C'est qu'ils là, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre leur gagne-pain, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se faire élire. Ça a toujours été ça. On le découvre aujourd'hui. Et là, ils se disent, merde, on va perdre nos élections. On va perdre notre salaire, on va perdre nos pensions. Fait que là, ils essayent de convaincre tout le monde. On va recommencer à parler d'indépendance aux militants. On va s'exciter quand les militants écoutent, mais pas quand ils parlent devant les micros. C'est la même stratégie qu'ils veulent refaire. Et ça a fait son temps. Notre patrie est en danger. On essaie de la détruire. On essaie de retourner nos enfants et nos petits-enfants dans la misère. Dès qu'ils vont être assez puissants, c'est ce qu'ils vont faire. Et ils s'essuient les pieds sur nous, littéralement. Alors, c'est ce que je dis, si le PQ, là, il est trop tard parce que l'élection s'en vient. Ça va probablement être un gouvernement minoritaire. Peut-être la CAQ, peut-être libéral. Je pense que ça va être la CAQ, mais on verra. Parce que Legault est un mauvais debater. C'est un mauvais orateur. Exact. On peut changer de charisme. Un autre sujet d'actualité parce que le temps passe. Oui, ben, à vrai dire, c'est dans la suite logique. Donc vraiment, les choses s'emboîtent très bien. 2 articles en un, finalement, parce que je crois qu'ils révèlent qu'ils retournent finalement de la même cause. Ils sont la conséquence de la même cause. Donc, dans un premier temps, on apprend sur la SSJB, sur le site de la SSJB, un chauffeur de la STM suspendu pour avoir distribué des drapeaux du Québec. Alors, ça va comme si c'est de Patrick Belrose du Journal de Québec. L'article est retransmis sur la SSJB. Voilà qu'un chauffeur, le 19 janvier dernier, Paul-André Desbiens, a distribué des pamphlets ainsi que des mini-drapeaux du Québec sur les tables de la salle des employés en vue du jour du drapeau. 2 jours plus tard. Il a également distribué environ 50 de ces pamphlets sur les autobus et les véhicules de chefs d'opération qui se trouvaient alors dans un garage de la STM. Voilà que ça a été interprété comme un geste politique de la part de la STM qui réplique que nous considérons que la distribution de ces drapeaux et pamphlets est une expression de vos convictions politiques personnelles allant à l'encontre de l'image apolitique que la STM veut se donner. Poursuit le chef des opérations. Au Québec, le drapeau du Québec est un geste politique. Oui, et le jour du drapeau. C'est pas un objet rassembleur. Exact. Alors, le drapeau américain, ça rassemble les Américains. Le drapeau français rassemble le drapeau russe. Mais au Québec, c'est politique. Donc, au Québec, on voit un peu la logique, finalement, qui est sous-jacente à ça. C'est le fait que notre drapeau devient un drapeau ethnique. Devient le drapeau des Canadiens français. Puis, tassez-vous avec ça. Puis, éventuellement... lorsque je vous ai téléphoné avant l'entrevue, vous aviez fait la comparaison avec ce qui se passe avec le drapeau sudiste américain. Oui, bien sûr. Donc, et en passant, c'est la même chose. Ils essayent de dire que c'est du racisme, le drapeau québécois. Bien sûr. Alors que le drapeau des sudistes, c'est bien défendu l'esclavage. C'est un espèce de parallèle. Ils font le parallèle tout le temps au Québec. Le nationalisme au Québec, là, c'est du nazisme. Exact. Mais pas en Algérie. Non, pas en Chine. Les opposants de libération, eux, ce sont des bonnes personnes. C'est du patriotisme, c'est beau. Ça, tout le monde en pleure. Exact. Mais au Québec, c'est du racisme parce que c'est associé aux nazis. C'est toujours ça. Quand l'idéologie change, je l'ai parlé la semaine passée, quand l'idéologie se revire de bord au Québec, ça se revire encore contre les Québécois. Alors, à l'époque où c'était des Britanniques qui dominaient le monde, c'était la super race, le fardeau de l'homme blanc, qui dominait le monde. Ben, nous autres, on était des bastards métis avec du sang indien, c'était de la merde. Puis là, quand c'est reviré, c'est mal d'être des racistes. Ah ben là, c'est les Québécois, c'est des purs blancs qui torturent les minorités. C'est toujours contre nous. Ça s'appelle de la propagande. Exact. Tout à fait. Et voilà que finalement, on n'en sait pas plus par rapport à les mesures disciplinaires. S'il y a eu des mesures disciplinaires supplémentaires, la suspension en est déjà une, donc on peut supposer que ça ira pas plus loin que ça. Mais on voit un peu la tangente. Qui plus est, rajoutons-en une couche. Dans le soleil, Marie-Pierre
Duplessis nous raconte n'affiche pas de drapeau qui veut dans les quartiers historiques de la ville de Québec. Un commerçant de la rue Saint-Jean l'a appris à ses dépens la semaine dernière, en recevant en même temps que son compte de taxes un avis de la ville informant qu'il s'exposait à des amendes pouvant atteindre 1000 $ par jour s'il n'enlevait pas le drapeau de son enseigne. Le hic, c'est que le drapeau est là depuis 1986 et que la ville n'a auparavant jamais, justement, ils en parlent, la ville n'avait jamais auparavant mentionné ce problème-là. Et il se base, la ville, sur un règlement datant de 2008. Donc ça fait déjà 10 ans de ça que le règlement, finalement, n'a pas été appliqué. Donc on peut croire à ce moment-là qu'il s'agit d'un droit acquis. Ce qui est d'autant plus étrange, si je peux me permettre, c'est le fait que on remarque, attendez, ils en parlent un petit peu plus loin, c'est que dans les rues adjacentes, dans le Vieux-Québec toujours, le même quartier, c'est quelques coins de rue plus loin, il y a d'autres pubs, le pub Saint-Jean, dans la rue Saint-Jean par exemple, le pub Saint-Alexandre, le restaurant Portofino, qu'on a nommé que ceux-là, égayent la rue avec des drapeaux de différents pays. Les propriétaires de ceux-ci n'ont cependant pas reçu le même avis que M. Dumas et ignorent l'existence des certificats d'autorisation. Et voilà. Ça, c'est clair. Donc, on voit que c'est partout, le diable est dans les détails, mais c'est symbolique. C'est symbolique, exact. Les symboles, exactement. Les symboles, ça vaut ça va là où ça fait mal. Puis ça vaut de l'argent. Ouais. Quand vous faites reculer les gens, c'est pour ça d'ailleurs que la propagande est si importante au Québec. Bien vous sûr. faites reculer les gens avec des insultes, puis les gens finissent par les intérioriser, puis ils disent c'est vrai, on va être des racistes, fait qu'il faut laisser les gens s'installer des drapeaux partout, puis nous, notre drapeau, ben, c'est un sale drapeau de salaud de nazi. Exactement. Puis les gens absorbent tout ça, puis finalement, ben, on se retrouve dans une situation complètement grotesque. Puis je vais en parler tantôt, là, il y a des situations au Québec qui sont complètement folles de ce côté-là. Avez-vous un autre... Oui, sur le plan international, un article intéressant, mais à vrai dire, c'est... Je veux utiliser cet article-là pour aller un peu plus loin. Sur Vigile, un article qui a été relayé du comité Valmy, qui est grosso modo un journal à caractère nationaliste en français. Donc, ils reprennent, il est bien sourcé d'ailleurs, j'ai été vérifié. Il rappelle, et d'ailleurs, les informations qu'il donne sont croisées par le Journal de Montréal lui-même. Je n'ai pas eu le temps d'aller le récupérer. Il y a de cela une semaine ou deux. Un général de l'armée américaine avouait devant les journalistes que sur les différents systèmes de missiles russes qui ont été présentés par le président Vladimir Poutine le 1er mars, il y a de ça bientôt un mois, que les Russes avaient l'avantage sur certains domaines techniques et que les Américains étaient en retard sur un ratio d'à peu près du double. Donc, disons que les Russes là, sont à peu près, bon, je sais pas comment eux ils évaluent ça, là, je trouvais que c'était un peu nébuleux là, de la façon qu'ils le mentionnaient, mais grosso modo, ils sont en retard de quelques années sur la technologie hypersonique, c'est-à-dire les missiles qui dépassent à plusieurs multiples le mur du son. Là. Donc, on est sur des missiles qui vont de 5000 à 10 000 km/h. Les Américains, semblerait-il, ne sont pas capables d'accoter pour l'instant ces vitesses-là. Et là, ça pose un problème, bien sûr, sur l'équilibre des forces stratégiques et, bien sûr, la balance du pouvoir dans le monde et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Ben écoutez, à la base, c'est économique. On parle du militaire. Le militaire, c'est du gaspillage. On lance une bombe, elle disparaît, vous êtes obligé de remplacer la bombe. Alors que, par exemple, une voiture, ben, vous utilisez la voiture pendant 10 ans. Bon. L'idée, c'est de détruire à la guerre. C'est pour ça que c'est si payant. Comme il y a une course aux armements, ben, ça coûte très cher. Puis là, ben, des compagnies comme Raytheon, tout ça, ils se remplissent les poches en des contrats faramineux. On le vu avec les fusées. Elon Musk a fait tout seul une fusée qui coûte 60 millions. Son compétiteur, c'est réutilisable. Son compétiteur, c'est 130 millions. Ben, ça, c'est un... Pour tirer un coup, ça. Pour tirer un coup, puis c'est qu'ils ont le coût plus. C'est-à-dire coût plus. C'est-à-dire qu'ils prennent leur coût, ils vont mollo, pas trop dérangeant, puis ils font toutes sortes de recherches, puis ils ajoutent un profit payé par l'État. Alors, un gars tout seul a réussi à diminuer de plus que 50% le coût. Oui, tout à fait. Et, bon.
Puis il n'a pas encore payé ses frais de développement. Alors ce qui arrive, c'est que les États-Unis avaient la plus grande puissance économique du monde, jusque dans les années 80, ce qui leur a permis de tuer l'URSS en la surchargeant de coûts pour payer son armée. Parce que comme c'est de la dépense, ça vous prend une économie en dessous pour faire survivre tout ça. Là, il faut se rappeler de Ronald Reagan, qui parlait de la guerre de l'espace, Star Wars, de Star Wars, donc avec des dispositifs antimissiles dans l'espace qui pourraient détruire les missiles russes, ainsi de suite. Mais c'était un coup de bluff, finalement. Ben, ça existait, c'est-à-dire que d'ailleurs, les technologies sont en train d'être développées, mais ça prend très longtemps. Les missiles hypersoniques russes, la vérité, c'est qu'ils sont déjà obsolètes. Les Américains... Que voulez-vous dire? Ben, c'est qu'ils peuvent aller à 3 fois la vitesse du son. Un laser, ça va à la vitesse de la lumière. Et les Américains sont très avancés, les Chinois aussi. D'accord. Et les armes laser, aujourd'hui, il y en a sur des tanks, il y en a sur des bateaux. Ils s'en servent notamment pour descendre des drones. Bon, la technologie n'est pas au point. Mais il en avait parlé d'armes laser, d'ailleurs, le 1er mars, Vladimir Poutine. La vraie dissuasion nucléaire, ça a toujours été comme ça. Ça vient des sous-marins. Les sous-marins qui peuvent se cacher sous les océans, sous les couches d'eau chaude. Sous les banquises. Sous les banquises, puis ils peuvent se cacher. Puis les banquises, ça fait beaucoup de bruit. Ils n'arrivaient pas à les entendre. Tout à fait. Les Russes avaient des sous-marins qui étaient extrêmement bruyants. Les hélices à l'arrière faisaient ce qu'on appelle de la cavitation, c'est-à-dire qu'en roulant, ça faisait comme des explosions. On les entendait à partir de l'Islande, quand ils sortaient de la mer Blanche. Alors, ils n'étaient pas cachés du tout. Là. C'est très très loin. Là. On parle de quelque chose de très loin. Un de mes cousins travaillait là-dedans. Toujours est-il que qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est ça, c'est qu'ils ont développé avec les sous-marins, ils peuvent se cacher, il y a un relief dans le fond des océans. Exact. Puis les bateaux peuvent vivre, en fait, ils pourraient fonctionner des années sous l'eau. C'est juste la nourriture qui manque. Ils peuvent fabriquer avec les réacteurs nucléaires, ils peuvent fabriquer de l'oxygène, etc. Voilà qui est d'autant plus dangereux du fait que Vladimir Poutine a parlé de sous-marins nucléaires qui peuvent contenir des ogives et qui sont sans pilote. Sans pilote, bien sûr. Ce qui pourrait être d'autant plus dangereux. C'est des missiles de croisière. Exact. Mais ce qui arrive, les missiles de croisière, ça c'est un autre avantage, c'est que ça suit le relief. Ça, c'est dû à l'avancée dans les radars et dans l'électronique. Là, je vous parle encore du sous-marin. Oui, mais quand vous lancez le missile de croisière par le sous-marin, le missile de croisière reste sous le 50 pieds d'altitude. Fait que il frappe jamais rien sous les radars. Alors ça, c'est essayer tout le temps d'essayer d'éviter les radars. Et les sous-marins, c'est extrêmement dangereux parce qu'un sous-marin peut rester dormant sous l'eau pendant des années. Enfin, s'il y a assez de nourriture, c'est le problème de nourriture. Parce qu'ils peuvent faire de l'eau, peuvent faire de l'oxygène, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Évidemment, il y a le problème des êtres humains. Il faut qu'ils sortent de temps en temps. Mais le problème, c'est que un sous-marin, surtout les Américains en ont à peu près 90, je crois, très très bon, très efficace, recouvert de caoutchouc, vous ne pouvez pas les entendre, le sonore marche mal là-dessus. Bon. Les Russes aussi en ont. Et là, c'est toutes sortes de pays, par exemple, Israël en a 4. D'accord. Puis là, ils veulent en avoir 2 autres, 6. Ça, c'est très dangereux parce que vous ne pouvez pas les trouver. C'est immense, les océans. Et Israël a la bombe atomique. Là-bas, ils en ont 300-400 minimum, là, ils en ont beaucoup. Alors, le problème, c'est la prolifération nucléaire, la prolifération des sous-marins. Maintenant, pour ce qui est des missiles, si un pays, puis ça s'en vient, est capable de mettre très rapidement des milliers de lasers d'attaque, on parle dans quelques années, là, qui vont être aussi efficaces mais économes, là, ben, vous pourriez descendre tout ce qui vole sur la planète à la vitesse de la lumière. C'est d'ailleurs leur problème présentement. Ils sont en train de le faire pour les drones parce qu'ils ont très peur, tout le monde a peur de ça, qu'ils attaquent la Maison-Blanche ou le Kremlin avec 2000 drones. Alors vous passez avec un avion, vous lâchez 2000 drones, puis vous mettez des gens au sol qui dirigent les drones sur le Kremlin ou sur la Maison-Blanche. Alors, ils ont développé des lasers qui permettent de les descendre. Et c'est pas encore parfaitement au point, là. Il y a beaucoup de bluff là-dedans, mais j'ai vu les armes, elles fonctionnent. Alors, le problème des Américains, présentement, c'est que leur économie s'est effondrée. Là, les taxes... Depuis 2008, vous voulez dire? Ben, ça fait longtemps. En fait, 2008 a marqué depuis 1945. En 1945, les États-Unis produisaient plus de la moitié du potentiel industriel du monde. Exactement. L'Europe était détruite. Le Japon était détruit. Mais il en demeure pas moins qui était à 50%. Puis, ça a descendu tout. Même si les États-Unis continuaient de produire de plus en plus, leur pourcentage a descendu. Relativement parlant. Relativement parlant. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20% à peu près. Environ. Mais sur, disons, le plan de la jungle économique, disons, les gros joueurs, donc les sociétés multinationales et ainsi de suite, les grosses corporations,
sont encore très vigoureuses aux États-Unis. Donc les américaines, là, disons les majeures, sont encore américaines à hauteur de entre 40 et 50% dans le monde. Donc ils sont quand même encore très prédateurs sur le... Oui, bien sûr. Dans l'économie de marché. Comme j'ai dit, c'est cost plus, c'est-à-dire le coût plus un profit. Garanti. Sûr. Exact. Garanti quoi qu'il arrive. Alors, bon, maintenant, une autre chose qu'il faut dire, c'est que la bombe atomique, c'est une arme défensive. Oui. On n'attaque pas avec ça, c'est fou. Si vous attaquez avec la bombe atomique, votre pays est rasé, puis un politicien, ça prend 30 ans de se rendre au pouvoir. Oui. Se faire un nom. Alors, le gars qui a fait 30 ans, peser sur le piton puis se suicider, lui, sa femme, son pays, ils font pas ça. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté la course aux armements entre les Russes et les Américains. Ça coûtait extrêmement cher, puis ils ont découvert qu'il y avait 7-8 fois ce qu'il fallait pour détruire la planète entière. Ben, ils ont dit, c'est bête, là, on arrête. Fait qu'ils ils ont carrément détruit les missiles et roulé avec des tanks. Bon, alors ça c'est au niveau de la dissuasion. Vous avez juste besoin d'une petite force de frappe comme la France. C'est terrifiant. Et voilà. C'est détruire la chaîne entière, 1,4 milliard d'habitants. Oui, c'est ça. Si on est capable d'envoyer une bonne centaine d'ogives... bien placées, bien réparties. Exactement. Puis en passant, ça on en reparlera dans une autre émission. Mais le problème c'est que de nos jours, il y a une prolifération nucléaire, des milliers de bombes qui sont sur la planète, et la population, notre système industriel concentre la population à 80% dans les villes. Ça, c'est partout sur la planète. C'est notre civilisation industrielle qui est comme ça. 20% dans les campagnes pour drainer les ressources vers les villes, et 80% dans les villes pour les modifier, les échanger parce que les villes sont près des océans, puis pour les consommer, avec les déchets que ça produit. Alors, le résultat, c'est que vous multipliez le nombre de bombes atomiques, le nombre de pays qui ont des bombes atomiques. Là, il y en a 9 sur la planète. Et le nombre de cibles intéressantes. Et le nombre de cibles, des milliers de cibles. Ouais. Alors, si on se met à se bombarder, puis quand vous détruisez une ville comme New York, vous allez peut-être tuer 3-4 millions sur le 14 millions qu'il y a à New York. C'est 14, je crois, ou 12 millions en tout cas. Mais vous la logistique. Vous affectez le monde entier. Wall Street est là. Les villes, c'est vers là que se dirigent les routes, les ports, les aéroports, les ingénieurs, les comptables, les politiciens, les hommes d'affaires, les grandes entreprises. C'est là que les cerveaux sont. Oui, les lignes de même chemin de fer organisationnel du terme. Exactement, là les lignes de chemin de fer font. Alors, comment est-ce qu'on passe de Boston jusqu'à Washington si New York est détruit? Il faut faire le tour, c'est des petites routes, ça fout le bordel, c'est gigantesque. Bon. Alors les Américains sont en train de perdre au niveau de l'économie, ils sont en déclin, puis en passant Trump, quoi qu'ils disent, là, Trump il fait un bon travail pour essayer de remonter ça. Là. Ça c'est une des bonnes parts de la présidence de Trump. Quoi qu'ils disent, ils sont conclus, en tout cas, c'est de la propagande. Mais dans une situation de décadence. C'est grave. Parfois, c'est mais il y a un truc avec les États-Unis, c'est que les États-Unis faisaient ce qu'on appelle en géopolitique de l'overstretching. C'est-à-dire qu'ils s'étaient trop éparpillés dans le monde. Ils ont 700 bases minimum. Il y en a qui disent plus que ça. 300 000 personnes à l'étranger. 300 000 personnes à l'étranger. Ils défendent le Japon, qui est un pays hyper riche, à leurs frais. Ils dépendent de la Corée du Sud, qui est un pays hyper riche, à leurs frais. Bon, Trump, il avait dit ça. Je vais les défendre, mais ils vont nous payer. Fait que les Américains sont tellement étendus fait que là, ils sont obligés de retirer. Obama a commencé, puis Trump continue, puis tout le monde l'a compris. Et les Américains ont intérêt, parce que ça va finir par péter dans le tiers-monde, là, dans le Moyen-Orient, les Américains ont intérêt à se retirer du monde. Et évidemment, tout le monde rit d'eux autres. La Corée du Nord, la Russie, c'est le Mozambique avec des bombes atomiques. Là. Ils n'ont pas l'économie pour supporter ce que fait Poutine. Quand même en belle croissance. Il faut quand même le mentionner. Vous parlez de l'armée? Croissance économique, croissance... c'est surtout dans le domaine du pétrole. Les Russes, je n'ai parlé une fois l'autre jour, les Russes, c'est d'excellents ingénieurs. Vraiment très bons ingénieurs. Mathématiciens, mais ils ne savent pas faire le transfert, ce que les Américains font systématiquement, les Japonais surtout. C'est le transfert de la science pure à la science appliquée pour faire des objets, pour vendre des voitures. Ils font de mauvais... Ils vendent pas grand-chose à l'étranger à part du pétrole puis des armes. Oui, c'est ça, des armes. Alors, Poutine, c'est plus le gars qui monte ses muscles. C'est un karatéka. Mais la Russie n'est pas en état de baver trop. Là. Non, mais on le voit par par leur attitude, disons, en Syrie. Là, il y a une trentaine d'aéronefs. Donc, c'est vraiment... ils jouent sur des points précis, des objectifs ciblés, près de chez lui.
Ça effectivement, s'appelle... de la logistique courte. C'est ça. C'est autant que que possible. quand vous occupez ce qu'on appelle le Heartland, c'est-à-dire le pays central qui est en Ukraine à peu près, là, dans le Moyen-Orient, c'est une grande région, là, le centre du monde. Autour de la mer Noire, de la mer Caspienne. C'est ça, environ. c'est le Moyen-Orient. Enfin, c'est plus grand aujourd'hui parce que la puissance s'est déplacée. Quand vous tenez cette région-là, vous faites attaquer de tous les côtés facilement, mais puis évidemment, ça ne vous coûte pas trop cher de le faire. Dans le cas des États-Unis, qui sont une puissance maritime, très éloignée de tous les théâtres d'opération, eux autres, ça ne leur coûte rien d'y aller par l'océan, surtout avec des réacteurs nucléaires. Alors, les Américains, pour vous donner une idée du rapport des puissances, les Américains ont 9, peut-être 10 porte-avions. On parle d'une flottille. Là. Un porte-avions, ça vient avec 2 sous-marins, avec des dragueurs de mines, c'est des flottilles. Il y en a 9, peut-être 10, puis il y en a une dizaine dans les boules à mettre qui pourraient ressortir s'il y en avait besoin. Les Chinois en ont 2. Les Russes en ont 1. Exact. La France en a 1. Et je crois que la Grande-Bretagne en a 2, mais là, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est que la puissance maritime américaine est gigantesque parce qu'ils mettent tout là-dessus. Mais les Américains ne peuvent plus se permettre d'être les gendarmes du monde. Ils ont plus d'enfants. Ils ont des problèmes intérieurs. Leur économie est en déclin par rapport aux autres économies. Puis là, tout le monde essaye de sortir. Alors là, les Américains ont décidé, c'est dommage que les Russes aient recommencé ça, mais les Américains ont décidé de remettre plus vers le Pacifique pour contenir la Chine. L'idée, ça a toujours été la même chose pour une puissance. Sur le pivot vers l'Asie, initié sous Obama. Bien sûr. Avec, bien sûr, Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État à l'époque. Mais ce sera n'importe qui, que ça sera la même chose. Une puissance maritime, les intérêts sont là. Elle encercle la puissance dominante. Là, ce que les Américains font, c'est qu'ils encerclent la Chine. Si vous regardez, une carte pour le montrer, là, mais tous les voisins de la Chine là, ont tendance à être du côté des Américains, sauf la Corée du Nord. Exactement. Mais pour revenir à l'article plus précisément, parce que là, on va manquer de temps sinon pour le deuxième bloc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'article fait le lien entre, disons, la course aux armements qui avait été, disons, initiée par les Américains à l'époque de Reagan, dans les années 80, et qui, a contribué, c'est pas la seule cause, mais a essoufflé d'autant plus l'URSS, qui a entraîné finalement l'effondrement qu'on connaît, et ainsi de suite. C'est une des causes, quand même assez importante, ce n'est pas la seule. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait le rapport s'inverse quelque peu. Les Américains dépensent environ, puis là, ça c'est le chiffre, disons, officiel, mais 600 milliards de dollars par année dans le militaire. Justement, ils ont 10 porte-avions, peut-être même qu'ils en ont 10 autres en réserve s'ils pouvaient, dans les boulamites que vous me parliez, mais les Russes, avec un budget 10 fois moindre, sont capables, justement un peu avec cette espèce d'esprit-là que je crois Poutine incarne bien, placer les ressources, les maximiser et les placer à des endroits stratégiques pour fabriquer un système d'armes asymétrique qui va être d'autant plus coûteux pour l'adversaire finalement. Donc, et j'aimerais parler rapidement du F-35. Vous savez probablement que c'est un fiasco énorme. Catastrophe. Qui a été fait d'ailleurs par Lockheed Martin, excusez-moi, et vraiment c'est un gros fiasco technologique, financier et ainsi de suite. Il semblerait même que le F-35 ne pourrait pas gagner contre des avions, disons, qui ont été faits d'une génération précédente, tels que le Rafale, entre autres, français. Cet avion-là coûtait tellement cher à fabriquer, c'est-à-dire qu'il est furtif, on ne le voit pas au radar, il va très vite, il y a des bons systèmes d'armement, en tout cas, il coûtait tellement cher qu'ils en ont fait, ils ont demandé trop de choses à l'avion. Exact. Alors, il y a une demande de faire 4-5 choses. Fait que là, ça fait un mauvais avion pour faire tout. Oui, c'est ça. Au lieu d'être un bon avion pour faire une chose. Exact. Par exemple, il y a le fameux Warthog américain, là, c'est un avion de support de troupes au sol. C'est un avion très simple, juste avec une mitrailleuse, bâti autour d'une mitrailleuse qui tire, je pense, c'est 600 coups minute. D'accord. 600, en tout cas, et c'est très, très manœuvrable. C'est un avion extrêmement utile pour faire une job précise, extrêmement efficace. Je crois que c'est une forteresse volante. Non, c'est tout petit, un Warthog. C'est un avion, je me mélange. Allez voir ça, c'est le A10. Okay. C'est très impressionnant. Quand il tire sa mitrailleuse, là, vous n'entendez pas les balles. Ce que vous entendez, c'est... tellement qu'il y en a qui partent en même temps. Alors, ils remplissent un secteur de balles, tout le monde est mort. Quand les soldats sont mal pris, ils font venir un Warthog, puis le gars, il rentre, ça va pas très vite, mais c'est très manœuvrable.
Le gars, il nettoie la place, c'est fini. Bon. Alors, tout ça pour dire que les Américains, ça a été un échec, le Striker, là, le F-35. Exact. Et même le Canada, je pense, a laissé tomber. Je suis pas sûr, là, il en parlait de laisser tomber. Il a laissé censé tomber. être presque tous les pays de l'OTAN qui embarquaient là-dedans. Finalement, beaucoup ont retiré leurs billes. Ici aussi, ça sentait très mauvais sous Harper. C'est un échec. Mais je trouve que ça illustre d'autant plus. On parlait de décadence. Puis là, on va venir sur l'aspect plus moral, la rectitude politique, et ainsi de suite. On y vient là, dans la prochaine minute, je vous le jure. Mais je trouve que ça marque le coup. L'histoire nous le dira, évidemment. Mais je crois que c'est des bons indicateurs. Disons, je crois que ça fait office de fumée par rapport au feu, qu'on ne voit peut-être pas encore. Mais des choses comme ça, le fiasco financier du F-35, certains revers militaires ou stratégiques par les Américains, une surextension des forces, et ainsi de suite. Là, on voit l'intérieur de l'économie américaine. Le peuple n'a jamais voulu. C'était les vendeurs d'armes qui s'en servaient, puis qui faisaient tuer des milliers d'Américains au Vietnam partout. C'était des bêtises. Et c'est le destin tragique de la République qui se transforme en empire. Hein? Oui, ben ils ont eu la même chose à Athènes. Hein? Oui, même chose à Athènes, même chose à Rome. Puis ça s'est mal fini. Ouais, on appelle ça l'hubris. Oui. Bon, là, je pense qu'il va falloir qu'on passe... Deuxième volet de l'émission. Alors, l'énoncé est, et je le trouve tellement fort qu'il faut que je le répète. Vous dites, M. Nantel, que la rectitude politique est devenue une idéologie pas moins que criminelle. Criminelle. Écoutez, voilà. Ça a commencé... Quand ça a commencé, moi-même, tout le monde, on trouvait ça très fin. Il fallait tout le monde traiter. Ils disent en anglais colorblind. On ne voit pas les couleurs. Exactement. Alors, il fallait traiter tout le monde également, les femmes, les homosexuels, les noirs, les immigrants. On traite les gens bien. Pas de traitement différencié. Parce qu'on est tous sur la planète ensemble. Exact. On partage la fameuse image d'Apollo 8 là, où on voyait la Terre isolée, le beau petit point bleu dans l'espace. On se dit, on est tous ensemble, donc il faut tous se respecter. Ça a commencé comme ça. Puis là, évidemment, comme les Européens ont été très puissants, puis qu'ils ont fait du mal, ils ont fait du bien aussi. Ils ont fait du bien aussi, puis je le répète une troisième fois, ils ont fait du bien aussi. Mais ils ont fait du mal. Alors là, ils se sont retournés, puis là, tout ce que faisaient les Blancs était mal. Puis là, ça a petit à petit dégénéré, jusqu'à arriver de nos jours où les Québécois, qui sont Québécois de souche, sont une véritable superpuissance morale qui n'ont à peu près pas participé aux grands crimes contre l'humanité qui ont été commis par tous les autres peuples. Parce qu'on est blanc, on est coupable. Puis parce qu'il y a des gens qui viennent de n'importe où, le meilleur exemple, c'est les islamistes, qui prêchent ouvertement la discrimination. C'est ça qu'ils veulent mettre à la place de nos lois et de nos constitutions. La charia, c'est une loi musulmane qui implique la discrimination contre les femmes, contre les non-musulmans, contre les esclaves. Ils veulent mettre ça. Alors, eux qui prêchent l'inverse de ce que la rectitude politique défendait au début, ils sont supérieurs à nous, ils nous regardent de haut. Alors, à un moment donné, là, ça a dégénéré complètement. Puis aujourd'hui, on le voit aux États-Unis. À un moment donné, il y avait un mouvement qui s'appelait le Black Lives Matter, c'est-à-dire les vies des Noirs comptent. Puis il y a des gens qui ont dit, des policiers qui se font tuer parce qu'ils sont blancs. Là. C'est all lives comptent. Toutes les vies comptent. Puis là, il y a eu des batailles. Ils blessaient les gens qui disaient que toutes les vies comptent. Fait que là, c'était, non, tuer des blancs, c'est bien, ça, c'est bon. Il y a eu toutes sortes de déclarations complètement folles, là. Aux États-Unis contre Donald Trump qu'il fallait tuer, des trucs comme ça, là. Par des gens connus, des sénateurs. Des gens il y a un sénateur qui a dit à un moment donné, c'est un sénateur, en tout cas c'est un élu aux États-Unis, et si vous voyez un blanc qui est en train de mourir sur le bord de la route, laissez-le mourir, fini les privilèges de blanc. Incroyable. Non, mais c'est parce que c'est continuel. Puis là, en Europe, c'est devenu systématique. Ils cachent les crimes de gens parce qu'ils ont la peau brune. Puis ils disent à ceux qui se sont fait blesser, c'est parce que t'es blanc, t'es coupable. Ils sont dans leur pays, bon sang, arrêtez. Un article très intéressant du Figaro, je vous le passe rapidement. À Paris 8, il y a un bâtiment qui a été réservé pour les migrants, soi-disant migrants. Je les appelle les illégaux, disons, ou les sans-papiers. C'est ça, sans-papiers. Et sur les murs de l'habitation, disons, du pavillon, il y a tout plein de graffitis anti-blancs. C'est ça. Voilà. Puis ça dit mort aux blancs, ça dit... Et en anglais. Ouais, bien sûr, et voilà. Donc... comme je l'ai dit l'autre jour, moi je parle évidemment, je parle en général pour la rectitude politique, mais je l'ai expliqué l'autre jour, j'ai dit, au Québec, c'est un pays
un pays naturel bien pour le sûr. peuple québécois, mais c'est également un pays de passage. Alors nous, les gens, ils traversent le Québec, ils passent à travers depuis le début, en fait probablement depuis des milliers d'années, mais nous on le sait depuis 4 siècles, et ils s'en vont, mais les idéologies restent. Alors tout ce qu'on a eu au Québec, là, ça a été fait, c'est venu par des étrangers qui sont venus nous... Puis on a été en chercher nous-mêmes, la rectitude politique, on a été la chercher aux États-Unis, en Californie surtout. Bien sûr. Mais Québec solidaire est un bon exemple. Hein? Oui, bien sûr. C'est vraiment, disons, l'antithèse nationale. C'est ça. Quasiment colonialiste culturellement parlant, disons, jusqu'à un certain point, dans le sens inverse, dans le sens moral de la chose. Et on voit que Québec solidaire et le Parti libéral, disons, sont des alliés objectifs sur beaucoup de choses. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert, Québec solidaire. Voilà. Mais écoutez, on en est rendu à des folies au Québec. Les idées, c'est la rectitude politique, ça a été systématiquement inversé. Puis comme nous, on n'a pas personne qui nous défend, parce que les indépendantistes, les chefs indépendantistes veulent se faire élire, alors on se fait dire des folies. L'indépendance, par exemple, au Québec, ça va coûter cher, cher, cher. Ça a été payant partout sur la planète. Au Québec, ça va coûter très, très, très cher, alors qu'on possède le seul territoire essentiel de tout le Canada. Alors, c'est une fausseté pure et simple, mais ça a passé parce que nos chefs ne défendent pas ça. Il y a des fascistes au Québec qui se font appeler les antifasces, qui blessent les gens. Nous, on a fait 2 référendums propres, sans violence, respectueux, puis très émotifs. Pas de violence. Puis là, il y a des antifasces, des fascistes, qui s'appellent antifasces, qui attaquent les gens, qui se promènent avec des drapeaux québécois, qui les blessent. Il y a des gars qui se sont fait blesser. Bon. Quand on parle d'inversion des valeurs, je pense qu'il n'y a pas plus belle illustration que ça. Les antifascistes autoproclamés ont des méthodes de fascistes. Quand les gens dans la rue comme la SA, plus la light, disons, là, ils sont quelques groupuscules, mais il reste que c'est de la violence politique pure. Bien sûr. Et un autre bon exemple de ça, c'est les victimes. Parce que moi, je le répète tout le temps. Si les immigrants ne le savent pas, je vais leur apprendre. Là. On est envahis à coups de canon par des gens qui sont arrivés ici 150 ans après nous. Ils ont mis ils ont volé les territoires des Autochtones, les ont mis dans des réserves, les ont mis dans des boarding schools, puis ils les battaient quand ils parlaient leur langue. Puis nous, on a été appauvris artificiellement. On était riches avant l'invasion. Puis depuis ce temps-là, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes de racisme pour nous tasser. Ils nous ont fait, aux Québécois de souche, la même chose que les mêmes envahisseurs britanniques et français et espagnols ont fait dans tous les pays qui sont devenus indépendants au cours des 150 dernières années. Donc on parle de colonisation. On parle de colonisation. Nous sommes les victimes. C'est pas nous les coupables, c'est pas nous les agresseurs qui sommes en train de tuer les anglophones, les autochtones. On n'a jamais fait de mal aux autochtones, c'était nos alliés. Alors, là, ça s'est été reviré. Au Québec, tout est en envers. Parce que personne ne s'oppose à la propagande fédérale. Alors, c'est nous qui sommes les vraies victimes, il n'y a aucun doute, c'est nous les victimes. C'est pas nous qui avons envahi les Anglais, c'est pas nous qui sommes arrivés ici en 1760 avec des canons, c'est eux. Ils nous ont appauvris artificiellement. Fait que nous, les victimes, on est devenus les coupables, les gros méchants. Bon. Mais vous savez, bien sûr que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et voilà. On va gagner un jour. L'affaire qu'on est coupable parce qu'on est blanc, ça a bien fonctionné au Québec parce qu'on est d'origine catholique. C'est le péché originel. Alors, les Québécois ont repris ça naturellement. Ben oui, on est blanc, donc on est coupable. Valérie Plante a dit qu'elle ressemblait beaucoup de culpabilité de blanc. Mais c'est pas ça. Elle l'a dit en anglais. Elle a dit qu'elle ressentait du white guilt. White guilt. Je ne sais pas si elle a fait quelque chose de très grave qu'elle nous a caché. Mais si elle parle de ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on est blanc parce qu'on est coupable, ça, c'est du racisme. C'est inexcusable. Tout à fait. Ça, c'est un crime. C'est un crime de racisme contre les Noirs, contre les Juifs, un génocide contre les Noirs, un ethnocide contre les Autochtones. Là, Justin Trudeau vient nous voir en pleurant, mais un ethnocide contre le peuple québécois, que c'est beau. Que c'est beau. C'est émouvant. Non. Mais le racisme, c'est du racisme. Étant d'établir une hiérarchie selon les races, eh bien voilà que la race blanche est moralement inférieure aux autres. Ah, bien sûr. Voilà, donc d'où le racisme. Il faut le faire. Là, c'est incroyable. Je parlais tantôt des musulmans, mais en fait, c'est mieux de parler des Arabes, là, pas des Arabes, des nomades arabes. Ils ont fait des crimes comme nomades à travers le monde depuis 1400 ans, depuis qu'ils sont musulmans. Puis avant... Mais c'est le mode de vie lui-même qui est comme ça. Si on est nomade, on est voleur par définition. Pas tous des voleurs. Non, mais on s'entend. C'est que le mode de vie, c'est d'exploiter... Je ne reculerai pas.
je dis que les nomades sont des prédateurs Exact. qui vivent de la prédation de leurs troupeaux, Et voilà. des animaux qu'ils tuent, Oui. et parfois pas toujours, Non, effectivement. c'est pas toujours parce que c'est dangereux de faire de la violence, mais des victimes qu'ils attaquent. Ouais. Et ça, c'est le mode de vie nomade qui s'oppose au mode sédentaire qui est un mode producteur, qui lui essaie de garder sa richesse puis qui se la fait voler par les classes supérieures, puis par les nomades, etc. Qui eux-mêmes sont nomades. Et qui, Oui, de nos jours, bien sûr. défendent bien sûr la mondialisation, le libre-échange et ainsi de suite. Alors, pour continuer sur la nature même de la rectitude politique, j'en ai parlé l'autre jour, je vais le répéter. Au Canada, un autochtone, c'est quelqu'un qui a le corps de sang autochtone. C'est comme les nazis qui disaient un juif, c'est celui qui a un corps de sang juif. C'est la même chose, c'est curieux, c'est la même proportion, c'est vraiment étonnant. Un autochtone, c'est celui qui vit à l'autochtone, qui a marié une femme autochtone, qui a marié une femme qui a marié un autochtone et qui vit sur la réserve, c'est des autochtones. Il y a même 2 Noirs, il y a un montagnard, un Inou sur la Côte-Nord, il avait adopté 2 Haïtiens qui vivaient sur la réserve. Puis il voulait qu'ils sortent de la réserve. Ben non, c'est des Amérindiens, ils ont été adoptés, ça devient des Amérindiens. Non. Non, ils sont noirs, marche pas. Bon. Non, c'est vrai ça. Il y a une vingtaine d'années, je me souviens de ça. Et pourtant, moi j'ai un ami dont sa grand-mère est amérindienne, il pourrait avoir ses cartes demain matin. Bien sûr. Il connaît rien de la culture autochtone. Mais c'est du racisme. Oh oui, exact. Ça ne devrait pas être accepté. Bien ils sûr. veulent des policiers, je n'ai parlé l'autre jour, ils veulent des policiers noirs à Québec. Non, on veut des policiers compétents. Exact. Puis si les plus compétents, c'est tous des noirs, ben ça sera 100% noirs. Exact. C'est les compétents. On doit être colorblind, on ne voit pas les couleurs, voilà. on se fout. Les individus. On se fout de comment l'individu est né. Qu'il soit né avec un vagin, qu'il soit né avec la peau noire, qu'il soit né avec les yeux bridés, on s'en fout, ça ne regarde pas. Exact. On donne en fonction de la compétence. Bon, c'est ça, je dis, ça a dégénéré. Les islamistes, là, je parle des islamistes, je parle pas des musulmans. Là. Non, ça les islamistes... Les radicaux militants... Ben oui, ils nous disent que c'est du racisme qu'on les persécute parce qu'on veut les empêcher de persécuter autrui, persécuter les femmes, persécuter les non-musulmans. Discriminer, carrément, ils ne s'en cachent même pas. Ouais. C'est de l'antisémitisme de refuser qu'Israël massacre les Palestiniens. On dit, faites pas ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de massacrer un peuple, ils sont chez eux, ils étaient là avant que vous arriviez, ils étaient là avant qu'ils arrivent la première fois, dans le temps d'Abraham. Oui. Ils étaient là, ils étaient déjà là. Oui. Ben oui, Palestinien vient de Philistins. Les Philistins étaient là, c'est dans la Bible. Ils se battaient contre les Philistins qui étaient installés là où est la Gaza. Très intéressant. Oui, c'est vieux. Wow. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Philistins étaient des Indo-Européens. C'est-à-dire qu'ils parlaient des langues européennes. Oui. Et ils ont été sémitisés, c'est-à-dire qu'ils parlent des langues sémites, pas l'arabe. Oui, je comprends. Mais ils étaient là avant les Juifs la première fois, puis ils étaient là avant les Juifs la deuxième fois, quand ils sont revenus dans les années... Mais ils s'apparentent techniquement parlant plutôt à des Perses ou des Berbères, j'imagine, de la façon dont en fait, ça c'est très loin à expliquer. C'est les peuples de la mer qui sont descendus vers... attendez, c'est vers 1200, vers 1200 avant Jésus-Christ. Puis ils sont descendus, puis ils sont restés en Palestine, puis ils ont envahi l'Égypte, les Hyksos, enfin ceux qui connaissent l'histoire. Et en tout cas. Puis avant ça, il y avait eu les Indo-Européens qui ont été en Inde, qui ont été en Europe, qui ont été en Perse, c'est des Indo-Européens. Bon. Mais tout ça pour vous dire, c'est simplement un détail, là, mais tout ça pour dire que c'est de l'antisémitisme. À chaque fois qu'on critique Israël parce qu'ils brutalisent les Palestiniens, ben non, ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Ils ont le droit d'avoir leur pays, point. Ah non, mais il y a eu 6 millions de morts, on va passer pour des nazis si on s'oppose aux Juifs. Ben non, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de les torturer, t'as pas le droit de te servir comme du cheap labor. Mais c'est justement, c'est là qu'on voit où la rhétorique poussée à l'extrême, dans le contexte du conflit Israël-Palestine, c'est que les deux, ils vont de la victimisation. Oui, bien sûr. Donc, on s'entend qu'il y a un camp qui est un petit peu plus loti que l'autre, on va se le dire. Là. Les Juifs sont pas méchants en passant en Israël. La majorité, c'est parce qu'ils ont des enfants, ils ont leur maison, on ne veut pas quitter. C'est ça. Il y a un fait accompli qui a été volontaire, mais ils voulaient retourner dans le pays qui était d'origine. Il leur avait proposé d'aller à Madagascar, en Ouganda, en Argentine. Ils ne voulaient rien, ils voulaient aller en Israël. Mais ça, ils n'auraient jamais dû le faire, mais ils l'ont fait. Puis là, ils risquent de se faire massacrer un autre 6 millions de personnes dans un siècle. C'est quand même... Alors là, ils sont très, très inquiets de ça. Puis les Palestiniens, c'est injuste ce qui arrive. C'est injuste ce qui arrive. Puis ce qu'il y a de plus incroyable au Québec, c'est que les Palestiniens qui sont au Québec sont contre le Québec, alors que nous, on a toujours été de leur côté. On a le même problème d'avoir été envahis. On a tellement reculé, on se défend tellement pas,
que les Palestiniens du Québec sont contre l'indépendance du Québec parce qu'on est des fascistes, mais eux autres, c'est pas des fascistes. Est-ce que vous saviez ça, qu'on est des extrêmes droites identitaires? Alors, comme je dis tout le temps aux gens... semblerait, on a reçu une lettre par la poste. Nelson Mandela, c'est de l'extrême droite identitaire, il voulait faire du bien à son peuple, il voulait l'indépendance. Mais parlons-en, Nelson. Gandhi, il voulait, c'est un extrême droite identitaire. Toussaint Louverture, Bourguiba, Nyerere, en fait, tous ceux qui ont fait l'indépendance de leur pays. Exactement. Mais à un moment donné, c'est des niaiseries. Il faut arrêter de se laisser monter sa tête. Surtout nous qui n'avons pas commis de grands crimes contre l'humanité. C'est à nous à donner des leçons de morale, pas aux autres. Exactement. Mais d'ailleurs, vous parlez de Mandela. Il faut que je passe 15 secondes là-dessus. Il commence à avoir certaines alertes, disons. Hein? Les Blancs de l'Afrique du Sud commencent à subir du racisme et surtout des violences. Et des violences systémiques. Hein? Je pense qu'on peut le dire comme 5000 fermiers se sont fait tuer en Afrique. Et voilà. Et je connais d'ailleurs une ancienne copine d'un de mes très bons amis dont sa famille a été décimée en Afrique du Sud. Elle était venue étudier ici. En tout cas, et ça, on n'en entend pas parler du tout. Je sais qu'il y a une journaliste qui a été sous haute sécurité aller rencontrer les Boers. Mais ça, c'est l'inversion. Quand vous inversez une idéologie comme la rectitude politique, vous aboutissez à des folies. Ben voilà. Et c'est justement là, je crois que cet exemple-là est tellement parlant du fait que ça n'arrêtera pas s'il n'y a pas personne qui les arrête. En passant, la population est en train d'arrêter. Oui, ben justement, il y a un réflexe, tant mieux pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'une idéologie est meilleure que l'autre ou ainsi de suite. Elles peuvent tous déraper de façon violente et brutale et ainsi de suite. Il faut faire attention à ça. Et pour finir sur l'Afrique du Sud, ben voilà que par rectitude politique et bien sûr parce que les ancêtres des uns ont été lésés et ainsi de suite, maintenant en Afrique du Sud, il y a un plafond pour les Blancs au niveau du marché du travail. Bien sûr, puis dans les universités. Exactement. Il ne peut pas y avoir plus de 8% de Blancs qui travaillent dans des entreprises, à l'université, et ainsi de suite dans les différents domaines de la société. Le problème étant, pour l'Afrique du Sud, bien sûr, que les Blancs étant les plus instruits, les plus éduqués, et ça depuis plus longtemps, eh bien, certaines usines ne peuvent plus tourner en Afrique du Sud parce qu'il n'y a plus de compétences. Ils veulent saisir toutes les fermes. Et voilà. Ça, c'est une dégénérescence, mais en passant... voilà, c'est un exemple, je crois, qu'il illustre bien. Alors que nous, ici, les Québécois, là, on l'a pas fait, ça. Ben exactement. Exactement. Alors, écoutez, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la rectitude politique a tellement dégénéré que de nos jours, dans les universités, ils disent, dans les sciences sociales, que la vérité n'existe pas. Ça, c'est vraiment renversant. Là. Oui. J'ai eu des discussions tout à fait stupéfiantes. 2 + 2, c'est une expression de l'Occident qui veut écraser le monde. Des folies. Bon, moi, je dis tout le temps, la rectitude politique est venue du fait que tout le monde a des droits, personne n'a de devoirs. Oui. Alors, comme ils ont des droits qui ont supposément été battus, volés dans le passé, ben là, ça leur donne des droits sur les gens qui n'ont pas fait le crime, même des bébés naissants qui ont 3 heures, parce qu'ils sont blancs, sont coupables. Ça, c'est des folies, là. À un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Au Québec, comme personne ne défend les vraies valeurs, c'est-à-dire la justice, l'équité, la normalité, la moralité, ben là, tout a été inversé de façon systématique. Alors, les Québécois sont des racistes parce qu'ils veulent faire l'indépendance. Et voilà. Alors, Nelson Mandela, Gandhi est un raciste. Bon, tous ces gens-là. Washington, bon, etc. Ouais. L'indépendance, c'est un truc de raciste. Mais les 200 pays indépendants, non, ça c'est correct. Ça c'était des bonnes indépendances. L'indépendance du Québec, ça c'est un truc de raciste. C'est des droits acquis. Oui, les folies. Alors que c'est nous qui avons été attaqués, c'est les Anglo-Québécois qui sont les mieux nantis au Québec. C'est nous les coupables. Et pensons à tous les coups de cochon au fil de l'histoire, les conscriptions, Louis Riel, les Acadiens, et on peut ça ne manquera pas. Écoutez, le patriotisme au Québec, c'est du nazisme. Mais partout ailleurs, c'est bon. Ils viennent nous voir. Et au Québec
même. Ils viennent Ouais, nous voir, c'est ça. sont fiers d'être Italiens, Et sont voilà. fiers d'être Juifs. Ils affichent les drapeaux. Oh oui, ils sont fiers d'être Argentins, Algériens, Afghans. Ils vous le disent. Ouais, On exact, est fiers de exact. ça, nous. C'est une belle, beau peuple. Belle Mais vous autres, profondeur les Québécois, culturelle. c'est quoi ça? Vous êtes des racistes parce que vous dites que vous Ouais. êtes Québécois de ça. C'est extrêmement agaçant. Et un ethnocide, comme j'ai dit tantôt, c'est très, très beau quand c'est contre un peuple blanc, contre le peuple Ouais, québécois. et voilà. C'est beau, c'est émouvant. C'est presque un sacrifice expiatoire ou je ne sais Exactement, trop. d'ailleurs, mais il y a également de la haine là-dedans. Oui, ouais, ben Philippe là, Couillard, ça depuis le début. Philippe Couillard, il essaie comme les gens comme lui, là, Ouais. Stéphane Dion, Jean Chrétien, ils essaient de détruire leur patrie pour l'empêcher de se défendre. C'est vraiment le but poursuivi. Mhm. Oh, C'est ouais. le but consciemment, volontairement et parfois avoué Mhm. de leur action. Et lorsque ce sera fait, nous verrons tranquillement mais sûrement les documents de l'État canadien à être, disons, accessibles au public Mais ça, dans on va 30, voir, on va 40, voir ce que ça 50 veut dire. ans et on verra quand ce sera écrit noir sur blanc, nous devons les noyer, hein, comme disait la fameuse expression de René Ça n'arrivera Lévesque. pas, ça, parce que, mais en tout cas, ça c'est. Voilà, on vous en êtes, discutera, là. oui, c'est vous avez des l'avenir. très bons points là-dessus, hein. Et d'ailleurs, Bon. il faut répéter parce que ça redonne espoir. Et je crois que notre pire ennemi en ce moment, c'est notre défaitisme. Puis, mais c'est ça. Encore une fois, je l'ai toujours dit, quand on parle d'indépendance, il faut toujours commencer par la question morale. Ouais. Parce qu'on peut Ouais, marquer ouais, ouais. des points importants. Clairement. Vrais, pas juste des points Ouais. de propagande, Ouais, pas de la ouais. contre-propagande, la vérité. Ouais. Quand ils disent Avec des des documents mensonges sur historiques. nous, on dit la vérité sur eux. Mhm. Ça, c'est Oh, très oui. efficace. Oh, oui, oui. Alors écoutez, nous autres, on est des salauds ici. Comme j'ai dit tantôt, on est des extrêmes droites identitaires, alors que tous les autres qui ont fait ça dans le monde, c'était bien. Il y a eu une manifestation où j'ai été il y a quelques mois contre, c'était la commission sur le racisme systémique. Les gens étaient tous là parce qu'ils étaient contre. Moi, j'étais pour. Mais j'ai été voir les journalistes puis je leur ai dit non, moi je suis pour la commission sur le racisme systémique. Mais depuis 1608, Et voilà. depuis 1760, Voilà. parce que je veux qu'on sache comment ça se fait que les anglophones sont arrivés 150 ans après nous. Ils ont été plus riches que nous pendant 250 ans. Est-ce qu'ils sont si supérieurs? J'aimerais que les généticiens viennent nous expliquer que les Québécois, c'est des crétins, puis que les Anglais, c'est des... Bon, on a ça subi fait. du racisme. C'est Ah, nous vous les faites bien victimes. de le rappeler. Hein. Ben oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de niaiser avec ça. Tout le monde au Québec nous regarde de haut. Les Anglais se disent persécutés. C'est très sérieux, ça. Ouais, ouais. Ils écrivent des livres, des articles là-dessus. On les persécute. Ils ont 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, la Cour suprême de leur côté, la moitié des gouvernements québécois de leur côté, tous les gouvernements fédéraux de leur côté. Ils sont encore plus riches que nous. Ils ont habité pendant 250 ans les plus riches villes du Québec, les plus belles maisons, etc. Puis ils se disent persécutés. Certains le croient. J'ai l'impression que certains C'est croient. le pire. Hein? Et c'est là qu'on voit que la propagande, hein, diffuser ses idées et, disons, en faire des points de référence. Donc, disons que ça devienne là, le gros bon sens. Mais ça devient ça gros bon hein, sens. ça devient le gros bon sens que tout le monde prend pour acquis, un peu comme le soleil se lève à l'est et ainsi de suite. Ben voilà que ensuite on est pogné avec ça, puis voilà même que nos élites à nous, ceux qui devraient être le plus à la fine pointe, disons, Il est de défendu, l'histoire, il est- les défendeurs se font eux-mêmes. Au Québec, aussi. c'est du racisme de vouloir enlever les privilèges des anglophones qui ont été obtenus par le vol. Ouais. Ils reçoivent, j'en ai déjà parlé, j'en reparle encore, ils reçoivent 30% des budgets pour les universités au Québec, puis 45% des budgets pour l'administration des universités au Québec sont 7,5% de la population. C'est une injustice totale, on me vole mes taxes, mes impôts. Ouais. Mais apparemment, il y aurait un droit acquis. Ils ont un droit acquis pour l'éternité de me voler parce qu'ils nous ont volé pendant 250 ans. Encore une fois, c'est des niaiseries. Les Autochtones, c'est nous qui avons fait un génocide contre les Autochtones. On n'a jamais massacré les Autochtones. Puis si quelqu'un me dit que c'est faux, qu'on ne parle pas des guerres contre les Iroquois, c'était des guerres économiques, puis ils n'étaient pas au Québec. Au Exact. Québec même, autour de Québec, autour de Trois-Rivières, on n'a jamais fait de génocide contre les Autochtones. Non. On a même, j'en ai parlé l'autre jour, on a même sauvé les Abénaquis et les Hurons, qui étaient des réfugiés, c'était pourtant des Autochtones. On aurait dû les tuer, on était des assassins. Ben nous, on les a protégés, puis ils existent encore aujourd'hui à cause de nous. Et c'est d'autant plus, je crois, génial comme histoire, qu'en ce moment, ça s'emboîte parfaitement avec la rhétorique d'aujourd'hui. C'est ce qui est fou. C'est qu'on pourrait le porter en étendard comme les Amériques. Il y a eu 3 histoires, disons, il y en a plus que ça, mais il y a eu
l'invasion espagnole, l'invasion britannique et les Français qui l'ont fait à la méthode française, à la méthode catholique, et qui ont eu un succès moral sans précédent. C'est peut-être une colonisation commerciale. Exact, oui, c'est ça. C'est la nature de la colonisation aussi. Ben, c'est la nature du Québec. Bien sûr, c'est un pays commercial, un pays international, un pays ouvert sur le monde. Alors, quand vous faites une colonisation commerciale, vous ne tuez pas vos clients. Vous êtes avec vos clients. Oui, c'est un très bon point. De toute façon, c'est ça l'histoire. Bien sûr. Les Autochtones, c'est utilisé par le Canada anglais, par les immigrants aussi. J'entends ça régulièrement. Vous êtes des voleurs de pays. Ouais. Vous êtes des blancs voleurs de pays. Alors, tassez-vous, on va le prendre, le pays. C'est à nous maintenant. Ils nous disent ça. Ouais. L'Algérie pour les Algériens, la France pour les Français, la Chine pour les Chinois, l'Inde pour les Indiens, puis le Québec au monde entier. Ouais. Non, c'est complètement dégueulasse. Ben non, mais là, à un moment donné, ça devient ridicule. Puis il y a une autre affaire. Les Anglo-Canadiens, ils respectent pas les Autochtones. S'ils respectaient les Autochtones, ils leur donneraient des royautés dans le reste du Canada, puis ils les auraient pas mis dans des boarding schools, puis ils les auraient pas battus, etc. Ils utilisent l'excuse, c'est des blonds aux yeux bleus, c'est une image que j'utilise, c'est des blonds aux yeux bleus anglophones qui se servent de l'excuse des Autochtones pour voler du territoire au Québec. Mais ils ne respectent pas les Autochtones. C'est la même chose avec les gens qui nous disent « Vous êtes des voleurs de pays ». On n'est pas des voleurs de pays, on est rentré ici avec l'assentiment des Autochtones, puis on peut le prouver. En effet. Alors, tout ça pour dire, oui. C'est ça. J'en ai parlé tantôt, c'est parce que on a précédé. C'est de l'islamophobie au Québec, d'ailleurs dans le monde entier, si on ne les laisse pas discriminer contre les non-musulmans, contre les femmes. À un moment donné, on dit, le cas de Marc Garby, Marc Lépine, qui avait tué 14 femmes à l'école polytechnique. Les féministes ont utilisé ça pendant des années pour dire que les Québécois de souche étaient des assassins, des anti-féministes. Ben, Marc Lépine, son père, il s'appelait pas Lépine, c'est sa mère qui s'appelait Lépine. Son père s'appelait Garby. Il vient d'un pays musulman. Oui, puis son père était apparemment violent avec sa mère, puis il était pas facile, le bonhomme. Wow. Alors, si Marc Garby a pris cette violence-là, il n'a pas pris ça d'un Québécois, il a pris soit ça d'une Québécoise ou de son père algérien, mais pas des Québécois de souche. Mais ils se sont servis de ça pour nous faire reculer. Ça, c'est la rectitude politique, on inverse systématiquement. Puis il le savait, hein? Ça a été publié dès le départ. Le gars était malheureux, il se sentait mal. Puis quand le gars est rentré, il a dit les filles à gauche, les gars à droite. Puis vous autres, les maudites féministes, je vais vous tuer parce que vous prenez un job des hommes. Ben ça vient pas du Québec, ça. En passant, je suis un gars de Polytechnique. Moi. Puis les filles à Polytechnique ont toujours été bien traitées. En fait, on aimait ça travailler avec eux autres, travailler bien mieux que nous. C'était bien meilleur. Méticuleuse méticuleux, très bien. De bonnes ingénieurs en passant, c'est que les femmes, ça les intéresse pas le génie. C'est ça la vérité, hein? Faut pas le dire. Mais les femmes, moi, des sociologues qui me disent vous êtes des sexistes, les ingénieurs, parce qu'il n'y a pas 50 femmes à Polytechnique. Pourquoi t'es pas venu? Et voilà. Ils ont tout fait pour avoir des femmes, veulent pas. Non, moi je préfère la sociologie, c'est ça. Alors les femmes aiment la médecine. Il y a des différences entre les sexes, un point c'est tout. Ce qui est important, c'est qu'il y a l'égalité d'opportunité. L'égalité de résultats, vous ne l'aurez jamais. Si vous essayez d'avoir, on a parlé l'autre jour, si vous voulez essayer d'avoir 98% de blancs qui gagnent la course de 100 mètres au Canada, ben, il va falloir que vous attachiez une jambe au noir parce qu'ils courent plus vite. Ils sont meilleurs. Point. Au basketball, c'est pareil. Ils sont meilleurs. Point. On arrête de niaiser. Alors, on va leur nuire pour pas qu'ils gagnent parce qu'ils n'ont pas le bon pourcentage. C'est des conneries. Mais c'est le nivellement par le bas aussi. Ah oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire ces choses-là. Bien sûr, on le voit pour l'école. Il faut aller pour l'équité, la justice, puis c'est l'égalité d'opportunité qui est importante. Pas l'égalité de résultats. Si une femme peut devenir première ministre du Québec, ça peut devenir la chef des ingénieurs. D'ailleurs, c'est arrivé. Mais je vous relance. L'éducation, je crois, en est un très bel exemple. On voit en Europe, en ce moment, en France, le QI baisse. Le QI baisse. On voit que, même à l'université, les standards baissent. Et de façon dramatique. Ben oui. La France était un immense pays culturel. Exact. Voilà qu'on a 15% des gens qui veulent devenir professeurs ne répondent même pas aux normes minimales des tests de français. Et que nous avons à peu près 50% d'analphabètes dits fonctionnels. Donc des gens qui ont, disons,
qui peuvent lire des noms de rue, des choses comme ça, des petits articles très très simples, mais qui pourront pas lire de contrat, disons. La dégénérescence a touché tous les domaines. En Ouais. passant, quand je parle de la décadence, moi je le dis souvent, la décadence c'est causé par la richesse. Mhm. C'est quand la richesse se développe, Ouais. mais là vous n'avez plus besoin des autres. Fait que vous pouvez mettre les enfants d'un côté, les bébés d'un autre, les enfants d'un autre côté, les femmes qui travaillent, les hommes qui travaillent, séparés, divorcés, les vieux d'un côté. Vous avez de l'argent pour payer tout ça. Ouais. C'est pas des sociétés normales Bien et sûr. ça ne dure jamais. Bien sûr. Alors moi, je dis souvent aux féministes que je rencontre, là, notamment les radicales, là, je leur dis, si vous continuez dans cette voie-là, ça va Mhm. durer 2 générations, c'est fini après. Ouais. Il faut que vous fassiez 3 enfants par famille. Mhm. C'est pas une question, les maudits hommes qui veulent enfermer les femmes, c'est une nécessité seulement pour survivre. Ouais, ouais. Et là, on ne l'a pas fait pendant 40-50 ans, puis là, ils font venir des femmes en tchadog, vont faire des enfants à leur place. Mhm. Fait qu'autrement dit, c'est un échec. Ouais. Donc, ça ne marchera pas. Donc, le féminisme va disparaître. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a des réalités dans la vraie vie. Là. Ouais. Je le disais tantôt, là, l'égalité des opportunités. Alors, on peut organiser une société qui va durer 1 million d'années si on respecte les bases de ce qu'il faut pour survivre. Ouais. Mais là, c'est non, c'est tout le temps inversé, puis toujours concentré sur la génération présente. On fait des dettes gigantesques. Nos 2, 3 petits-enfants, là, ils vont payer nos dettes. Nous autres, on va s'amuser. Voilà. On va dépenser tout ce que nos ancêtres ont laissé. On va dépenser tout ce que nous autres, on a... Fait que ça marche pas. Après c'est nous pas le viable. déluge. Après nous, le déluge. C'est-à-dire tout pour nous, puis les autres qui se débrouillent. Ouais. Et ça marche pas. Puis le problème, c'est que ça risque de nous péter au visage dans les années qui viennent. Mhm. C'est-à-dire ceux qui pensaient s'en tirer, ils risquent Ouais, de l'avoir bien sûr. dans le baba, comme on dit. Exact. Alors, Et je tiens à rappeler que, dernièrement, il y a eu quelques petits soubresauts qui ont fait peur à bien des gens. Par rapport Ouais, au Dow Jones, C'est ça mais commence à sentir mauvais, hein? Là, les Facebook, Google, Oui, c'est Facebook, Google, Elon Musk, sont tous en chute là, cette semaine. Là. oui. Puis oui. importante, 15%, 17%, c'est les Vous voulez dire la Silicon Valley en C'est général, ça. les GAFA, Google, Ouais. Apple, Facebook, c'est parce Facebook, qu'ils Amazon. ont mal protégé Oui. les données des gens. Oui, oui, Ça, c'est un crime en passant. Il pourrait y avoir des poursuites. Mhm. Elon Musk, parce qu'il y a de la misère à fabriquer ses voitures. Comment est-ce qu'il s'appelle Bezos. Oui, Jeff Bezos, d'Amazon, il a oui. perdu 16 milliards là, au cours des derniers jours. Là. C'est là qu'on voit la Montant. spéculation parce que récemment, Ouais. il était passé l'homme le plus riche au monde. Là. Je sais que des fois, ça, ça fluctue rapidement, ces choses-là. En tout cas, tout ça pour terminer, l'idéologie de la rectitude politique, surtout au Québec, Mhm. l'idéologie fédéraliste, entre autres, Oui. qui est purement politiquement correct. On le voit avec Trudeau. Oui. C'est tout un petit paquet de niaiseries. Oui. C'est très facile de s'opposer à ça quand on a le courage de dire la vérité. Mhm. Quand ils disent des mensonges, vous répondez par la vérité. Vous allez Ouais. gagner. Ouais, ouais. Euh, Mais la réalité reprend toujours ses droits. Toujours. C'est la vérité qui est coupable, disait Robespierre. Ouais. Puis Lénine lui disait la réalité à la vie dure. Oui, ah oui. J'ai Il va entendu, gagner. je ne sais plus c'est qui, la vérité est en soi révolutionnaire. Oui, bien sûr. Ouais. Ça a toujours été. Bien sûr. Talleyrand, il disait Dieu nous a donné la parole pour cacher notre pensée. Mentir, c'était oui, un oui, diplomate. oui. Un diplomate. Ah, ok, ouais. Bon, Il y a en tout cas, l'expérience, c'est clair. présentement, là, comme ils ont accumulé trop de mensonges avec la rectitude politique, qui est devenue une idéologie criminelle, Oui. il y a une réaction mondiale contre la rectitude politique. Puis même les observateurs internationaux disent que maintenant que les Américains se sentent honteux, coupables, tout ça, puis qu'ils se retirent du monde, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme qui reculent partout. Ouais. Alors Poutine va devenir une espèce de dictateur caché. Ouais. C'est la même chose pour le Xi Jinping. c'est ça, en Chine. Qui Et va c'est pouvoir un devenir... retrait généralisé parce que c'était les États-Unis et l'Europe Ouais. qui avaient défendu ces valeurs-là. Ouais. Ils se retirent parce qu'ils n'ont plus assez d'enfants, ils n'ont plus assez d'argent, l'économie va mal. Bon. Au Québec, là, il faut qu'on commence à réagir d'une façon normale. Alors, les Québécois doivent apprendre à penser, Ouais. à parler et à agir normalement, comme font tous les autres peuples du monde. Exact. Et ça, c'est d'une hyper importance parce que ça nous favorise. Ouais. Il faut imposer notre narration. Dans la l'espace vérité. public. En Ben, passant, c'est la vérité, Je parle mais même pas il faut de l'imposer. défendre le peuple québécois, je parle de dire la vérité. Ouais. Parce que c'est la vérité. Absolument. Par exemple, moi je dis toujours les choses telles qu'elles sont. Mhm. Les Québécois de souche, je parle Ouais. des Québécois de souche, Oui, on ont le comprend. devoir absolu Ouais. de protéger les minorités. C'est un devoir Ouais. absolu, Oui, bien c'est sûr. indiscutable.
Par contre, notre histoire en fait foi. Par contre, les minorités, elles, doivent nous renvoyer l'appareil. Elles doivent nous aider à faire l'indépendance parce qu'elles le savent que c'est payant, l'indépendance. Et ce sont leurs valeurs. Elles sont tous en faveur de l'indépendance dans leur pays d'origine. Alors, c'est leur valeur et c'est leur intérêt, parce que c'est l'intérêt de personne au Québec de vivre dans la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on détient le seul territoire absolument essentiel. Il faut arrêter de se faire dire qu'on est des radicaux, des extrémistes, des révolutionnaires, des fous, la bombe à la fin d'univers, quand on dit qu'on va mettre des droits de passage pour passer à travers le Québec. Est-ce que c'est des radicaux, des extrémistes, des révolutionnaires, les Panaméens, quand ils font ça, quand les Égyptiens le font avec le canal de Suez, les Allemands avec le canal de Kiel, tous les pays du monde qui sont traversés par du pétrole étranger demandent des droits de passage ou l'équivalent. C'est pas du radicalisme, de l'extrémisme, de la folie, des révolutionnaires, c'est la normalité. Exactement. Et les chefs indépendantistes devraient en parler. Ils veulent pas en parler. Ils devraient en parler. Éliminer les privilèges des Anglo-Québécois qui me volent mes taxes. Volez, volez. C'est des taxes que je paie, pour me vole, pour leur donner 45% des budgets pour l'administration. C'est bien d'enlever ces privilèges. On doit respecter leurs droits. Ça, c'est un devoir absolu. On respecte leurs droits. Ils ont droit à 8% de tout parce qu'ils sont 7,5% de la population, puis qu'on est généreux. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de racisme à interdire totalement l'immigration, de la réduire à 5 ou 10 000 par année, de choisir uniquement des francophones ou ceux qui vont nous rapporter de l'argent parce qu'on en a besoin. C'est normal, c'est bien, c'est correct, ça se fait partout sur la planète et ça a toujours été de même partout sur la planète. On doit arrêter le génocide qu'on essaie de faire contre les Québécois. C'est mal. Un génocide, c'est mal. Un ethnocide, c'est mal. Même si c'est un peuple blanc, c'est mal. C'est pas acceptable. C'est pas bien. C'est pas beau. C'est pas émouvant. Ça vous dites génocide, c'est au sens... Détruire. Détruire une société, la mémoire, l'histoire d'une société. Éliminer un peuple de la surface de la Terre. C'est le but des anglophones. C'est pas nécessairement de tous nous égorger, qu'on comprenne bien. Ben non, en passant, ça peut passer par là, mais ça n'a jamais, parce qu'on se regarde de se défendre. Mais c'est pas obligatoire. Non, mais ça on peut faire disparaître l'âme d'un peuple de tout plein d'autres façons. C'est juste, génocide, on se comprend, c'est tuer les gens avec des balles. Ethnocide, c'est juste une claque en dessous, une coche en dessous. Puis en passant, dans la charte de l'ONU, il est dit que c'est interdit de faire ça, d'essayer de détruire une culture, d'essayer de détruire artificiellement. C'est ce qu'il essaie de faire avec une immigration massive dont on n'a absolument pas besoin. On a besoin de 5-10 000 par année, comme le Japon. Est-ce que vous avez entendu le Japon se faire accuser de racisme parce qu'il refuse l'immigration? La Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc. L'Arabie Saoudite, bon. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont les yeux bridés. Ah, bien sûr. En passant, les Japonais qui ont fait aussi pire, sinon pire que les nazis, ils ont été purifiés par la bombe atomique. C'est-à-dire qu'ils disent on a payé. Fait que les autres, ils peuvent faire toutes sortes de choses qui est interdit aux Allemands. Les Allemands n'oseraient jamais. Bon, c'est ça. Parce que les Allemands n'ont pas reçu de bombes atomiques sur la guerre. Alors, les fédéralistes, à force de faire dégénérer le raisonnement, ils ont fini par nous dire qu'en faisant l'indépendance, on va s'enfermer dans le petit Québec plutôt que penser grand à l'échelle du Canada. Mais c'est complètement ridicule. L'idée, c'est d'aller partout dans le monde, c'est d'aller faire des affaires dans le monde, d'utiliser notre territoire commercial de nature internationale pour aller partout dans le monde. Et faire des affaires en français, d'ailleurs. En français, pas en anglais, pas en toutes les langues. L'idée, c'est de s'enrichir. Absolument. L'idée, c'est de s'enrichir. Absolument. Moi, le français, c'est une conséquence. Français ou l'anglais, c'est une conséquence de la puissance. Quand vous êtes puissant, vous êtes riche. Quand vous êtes riche, vous imposez votre langue. Tu ne discutes même pas. Et les immigrants arrivent ici, tu ne discutes même pas. Tu vas. De toute façon, on a choisi des francophones. On dit aux gens, c'est le français ici. Point. On n'en parle plus, c'est fini. C'est français. Puis vous êtes pesamment, lourdement, en respectant les droits des anglophones, qui ont des droits. Les droits des Inuits, les droits des Cris, qui ont le droit de vivre dans leur langue. On doit protéger ça. Et si on veut continuer d'être une superpuissance morale, bien sûr, il faut se comporter moralement. Bien sûr. Il n'y a pas de racisme à imposer sa langue dans sa propre patrie. C'est ce que font tous les peuples du monde, partout à travers l'histoire, partout sur la planète. C'est normal d'imposer le français. Ce qui coûte cher au Québec, c'est pas le français, c'est l'anglais. Puis quand on est puissant, on est riche, puis on impose sa langue parce qu'on fait de l'argent dans sa patrie. Puis on apprend un très bon anglais aux enfants dans les écoles pour qu'ils fassent encore plus d'argent à l'étranger. Et voilà. Bon. Et ça, c'est agir normalement. Et qu'ils fassent une belle balance commerciale positive. Ben oui, bien sûr. Puis, avec tout ce que ça va rapporter, on va en reparler largement dans les prochaines émissions. Bien sûr. Pour ce qui est des anglophones au Québec, on doit leur appliquer, être généreux avec eux, mais dans les régions,
on doit les servir là où le nombre le justifie, c'est-à-dire avec le même principe qui est utilisé au Canada anglais que les francophones. Exact. S'ils sont 7 dans une école, il y a des écoles, j'ai déjà fait la recherche, il y a des écoles, il y a à peu près 80-90 enfants, là, puis personne. Ah, ouais. Mais ils donnent des services en anglais parce que ce serait du racisme de ne pas leur donner. Non. Au Canada anglais, c'est là où le nombre le justifie. On fait la réciprocité, c'est là où le nombre le justifie. Mais il faut être généreux avec eux. Moi, j'ai jamais compris comment ça se fait que politiquement, justement, on n'utilisait pas cette poignée-là de dire, bon, ben... Ils n'utilisent rien. Ils disent qu'on est au Canada. Bon, ben d'accord. On va être d'accord avec vous là-dessus. On se met aux normes canadiennes. on va donner le même service. Ben, ils ne feront jamais. De toute façon, ils n'en parlent même pas. C'est la peur. C'est la peur de passer des racistes. C'est tellement dommage. Ils disent que c'est du racisme si les immigrants au Québec gagnent moins cher que les Québécois. Ben non, c'est tout à fait normal. Ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas les langues, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de réseau. Ça ne veut pas dire qu'on doit les maltraiter, il faut les aider. Mais c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de normal, c'est pas de notre faute, il n'y a pas de racisme là-dedans. Ils arrivent, ils ne connaissent rien. Il y a un Afghan qui débarque ici une Afghane qui débarque avec son tchador ici. Avant qu'elle se trouve un emploi à 35 000 par année, elle va prendre du temps. Bon. Il faut le rappeler, le patrimoine des Québécois ne s'est pas bâti dans un jour. Hein? Ça a pris des centaines d'années. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de normal qu'ils soient plus pauvres que nous, mais il faut les aider. On le fait déjà. Bien sûr. Les fédéralistes, quand ils parlent du Québec, pour l'indépendance, dans n'importe quel sujet, ils disent à peu près la chose suivante. La loi internationale, c'est valable partout dans le monde, virgule, sauf au Québec. Ouais. Alors, dans le cas de la partition, c'est interdit par la Constitution canadienne, la partition du Québec, et c'est interdit par la loi internationale. Ça s'appelle Uti Possidetis Juris. Ouais. C'est un article qui a un nom de la loi internationale. On ne touche pas aux frontières quand un pays devient indépendant. Mais nous autres, c'est la loi internationale, c'est pour le monde entier, virgule, sauf au Québec. La fête du français, imposer le français au Québec, c'est valable partout dans le monde, virgule, sauf au Québec. C'est tout le temps ça. La mentalité, c'est que vous autres, vous êtes des racistes, des nazis, des écœurants, puis la loi internationale, ça compte pas pour vous. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, les Autochtones, ils sortent des Autochtones pour parler contre le Québec. Ouais. Les gens sont pas au courant de ça, mais il y a des Autochtones dans 80% des pays du monde, au moins. Il y a juste à peu près l'Europe, puis dans l'Europe du Nord, il y a des Lapons, il y a des Samoyèdes, il y a des minorités. Mais toute l'Afrique, il y a des peuples San, des peuples pygmées. Des peuples originels de l'Afrique. Il y en a partout en Afrique. C'est les minorités, c'est les Autochtones qui étaient là avant les Noirs, qui sont venus de la région du Soudan. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. D'accord. J'en ai vu en Chine, des vrais Autochtones avec des lances puis des pagnes. Oui. Il y en a partout en Océanie. Il y en a partout au Cambodge, au Vietnam, partout dans l'Asie. Il y en a les Munda en Inde. Oui. Il y a plein, partout sur la planète, il y a des minorités autochtones. En Russie. Bien sûr, partout la Russie, vous avez l'Amérique du Sud, bien sûr. Énormément. Mais nous, là, c'est juste les Autochtones, c'est ce que je disais tantôt, ils ne respectent pas vraiment les Autochtones, ils veulent s'en servir pour que des Blonds yeux bleus nous volent du territoire. Ouais. C'est juste une excuse, ils ne respectent pas vraiment. Alors, il faut arrêter de se faire compter des conneries avec ça. C'est ce que je trouve tellement triste, hein, c'est que les Autochtones, on les utilise en ce moment au Canada, j'entends, comme des vulgaires mascottes. Ah, bien sûr, regardez la fête du Canada, puis ainsi de suite, avec les plumes, puis let's go. Non. Et Harper, dans le temps du lac Meech, c'était un autochtone qui servait de sa plume pour dire non à tout ce qui était demandé. Ils s'en sont servis pour tuer. Bon. OK. Bon, en tout cas, pour finir, parce qu'on va bientôt être fini. Bien sûr, le temps manque. Ce qu'il faudrait faire, il faut demander un traité de réciprocité au Canada pour les Autochtones, parce qu'il faut se servir des Autochtones, parce que nous, on va régler le problème avec eux. Oui, exact. On exige un traité de réciprocité pour toutes les minorités qu'il y a dans le reste du Canada qui reçoivent le même traitement que celui qu'on donne, nous, au Québec. Intéressant. Ça ferait mal. Oui. Surtout si vous commencez à utiliser systématiquement cette façon de voir. Oui. Tout ça pour finir, je vais finir rapidement en disant que le peuple québécois a résisté à tout. Oui. On n'a jamais contrôlé notre territoire, jamais contrôlé nos frontières, jamais contrôlé notre immigration. Et malgré tout, on a survécu à tout. Oui. Ça donne une bonne indication que quelque chose de fort, d'intrinsèquement fort au Québec, qui fait que dès qu'on va prendre le contrôle du Québec, la situation va s'améliorer énormément. Actuellement, au Canada, on a la puissance et l'égalité des provinces. Ils ont dévoyé encore une fois
question morale. Ils ont dévoyé la notion d'égalité. Ils ont mis l'égalité des provinces. Ce qui veut dire que le Québec est aussi puissant que l'île du Prince-Édouard, qui est 56 fois moins peuplée. Nous en revenons à cette fameuse notion d'égalitarisme. Hein? On nivelle par le bas, bien sûr. En modifiant la notion d'égalité. Bien sûr. Et un coup qu'on est indépendant, on ne passe pas du niveau de l'île du Prince-Édouard à un niveau d'une province, comme le Québec, qui retrouve... On contrôle toutes les communications du Canada anglais. Autrement dit, on devient presque égal. On multiplie littéralement par 100 notre puissance. C'est-à-dire qu'on est plus 56 fois plus faible comme l'île du Prince-Édouard, puis on double au moins notre puissance parce qu'on contrôle les communications du Canada anglais. L'indépendance, c'est 100 fois plus fort, littéralement. Alors, tout ça pour dire que la réalité puis la vérité, on la vie dure, et il faut s'en servir systématiquement. Il faut que les Québécois apprennent à le faire. Merci, M. Nantel. C'est un plaisir, comme toujours. Et je me permettrai de finir sur cette phrase. Mais vraiment, on ne se décourage pas. On ne lâche pas. L'histoire est là pour nous le prouver. On a des belles cartes en main à jouer encore. Et je crois que ce serait tellement crève-cœur de ne pas se défendre politiquement parlant et ainsi de suite. Je crois que au niveau de l'histoire, ce serait totalement dramatique. M. Nantel, merci pour vos lumières. Merci. À la technique, François Saint-Louis, qui bien sûr animera le Journal du Soir. C'était l'édition du 28 mars 2018, l'émission Le Québec d'abord. À l'animation, Antoine Boucher-Paquette. Je vous salue, chers auditeurs. Je vous dis un grand merci et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. C'est déjà tout pour notre duo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à leur écrire à studio@radioinfocité.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 28 mars 2018. Eh bien, ce soir, Max Bradette va prendre un petit retard. Il sera avec nous vers 22h. Donc, on est ensemble pour les prochains 90 minutes jusqu'à 23h